Tranquille. Je clappe? Ouais. Je fais comme ça. Ouais? Ouais. Allez. On est bon, Seb? Yes. Ok, super. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On reprend cette saison 2 pour la mini-série MindFit au niveau des Sportcasts. On a des nouveaux invités, j'ai hâte de vous présenter tout ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut. Thibaut, une petite présentation. Salut Nico, alors Thibaut Bach, coach et fondateur de Smart & Strong. Comment je peux me décrire rapidement? 25 ans, je suis kinésithérapeute de formation, je suis coach spécialisé dans les sports de force et plus particulièrement en powerlifting. Alors, je vais peut-être repartir sur mon parcours. En 2017, je lance un blog, Smart & Strong, avec l'idée de aller combattre la misinformation dans les sports de force, notamment, tiens, pourquoi est-ce qu'on raconte qu'on ne doit pas avancer les genoux en squat, pourquoi est-ce qu'on démonise la flexion lombaire, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il ne faut pas ponter sur le bench, et du coup j'essaye d'entrer un peu dans cette démarche evidence-based. Et voilà, je me forme au même moment, 1 an plus tard, je commence les coachings, et depuis j'ai jamais vraiment trop lâché la chose. En parallèle, je termine mes études de kinésithérapeute. Je suis aussi formateur pour la Ligue francophone des poids et haltères depuis 2020, donc plutôt spécialisé dans la partie powerlifting, mais aussi capable d'éduquer dans la partie haltérophilie. Je suis membre du National Coaching Staff aussi pour la LFPH, du coup ça m'arrive d'aller coacher lors de compétitions internationales de powerlifting. J'ai aussi une expérience en tant qu'athlète, que ce soit en équitation, j'ai fait 11 ans d'équitation. J'ai fait un peu d'athlétisme, un peu de crossfit. Puis je suis rentré dans l'haltérophilie en fait. Et là, j'ai fait un peu de strongman avant de déboucher sur le powerlifting. En haltérophilie, j'ai 2 titres nationaux de champion de Belgique en junior et un titre national de champion de Belgique en open. En powerlifting, j'ai participé au championnat d'Europe junior en 2021 et aux coupes d'Europe et du monde universitaire de 2022 à 2023. Okay. Et du coup, un petit palmarès. Pour 25 ans. Ouais, c'est ça. Et voilà. Puis je me suis aussi formé dans différentes choses. Ici, je regarde pour continuer ça, formation continue. Mais ça, voilà, je suis IPF Level 2 trainer. Donc voilà, petite formation internationale reconnue par l'IPF. Et voilà, j'ai aussi une expérience d'étudiant-chercheur et je fais partie des conseils d'administration de la LFPH et de la commission technique. Donc ça veut dire qu'en fait, je suis impliqué dans les processus décisionnels et dans l'avancée du sport, tant en powerlifting qu'en haltérophilie. Félicitations pour cette petite présentation. Merci. J'ai un fil conducteur, j'ai des questions évidemment planifiées pour toi aujourd'hui. Moi, je t'avais vu pour la première fois, je pense, sur un plateau. C'était pas de power, c'était d'haltéro à l'époque. J'étais à l'époque chez Cathédrale Functional Training. Je crois que c'était 2018-2019 et c'est là que je t'ai vu pour la première fois, je crois, sous le maillot de Zénith. Ouais, en fait, ce qui me fait tilter aujourd'hui, qui m'amène à cette question, c'est pourquoi avoir choisi spécifiquement le powerlifting comme discipline sportive maintenant? Ok, alors en haltérophilie, c'est assez drôle parce qu'en fait, 2 fois champion de Belgique junior, il n'y a pas grand monde dans ma catégorie, je m'entraîne seul, je m'entraîne dans des basic fit et il y a un moment où en fait c'est redondant de s'entraîner seul. Alors en plus de ça, beaucoup de douleurs, que ce soit au niveau des poignets, des épaules, des genoux. Et en fin de compte, je suis là et je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je remarque aussi que j'arrive à un moment où je stagne un petit peu, notamment ce qui me limite, c'est ma force. Et peut-être le fait qu'aussi à l'époque, j'étais un peu moins massif, un peu moins musclé. Et j'ai juste l'impression que je suis un peu dans une voie sans issue, que ce soit parce que je m'entraîne seul, parce qu'il n'y a pas de recul. Trouver des coachs à cette époque-là, en haltérophilie, des gens compétents, ça court pas les rues. Les gens ne veulent pas faire du distanciel. Je n'ai pas forcément la capacité d'aller m'entraîner dans des clubs tout le temps. Et du coup, là, je fais un petit shift, un petit peu vers le power, histoire quelques mois de voir ça. Je le fais parce que j'ai aussi à l'époque un ami, Vincent Di Liberto, qui est plus en powerlifting et je l'accompagne de temps en temps pour découvrir. Une fois de temps en temps, je l'ai même aidé à une compétition et en fin de compte, il me dit « c'est cool, j'ai envie de tester ». Et puis, il y a vraiment cet aspect douleur, manque de force. Du coup, petit pas latéral, j'intègre un peu de powerlifting dans ma pratique. Je vois que je commence à gagner un peu de masse musculaire, je vois que je commence à progresser, je fais ma première compétition. Puis là, je me dis, on va faire un petit peu l'aller-retour entre haltérophilie et powerlifting. Le Covid arrive.
S'entraîner chez soi, ça a été beaucoup plus facile, en tout cas en powerlifting. Et là, je gagne en masse musculaire. Mon haltérophilie augmente sans pratiquer d'haltérophilie. Du coup, je dis, je progresse, donc autant continuer comme ça. Et puis, je me suis un peu laissé prendre par le jeu, en fin de compte. Et j'ai découvert une communauté qui était peut-être un peu moins centrée sur les traditions, mais qui était plutôt un peu plus ouverte. Le coaching en powerlifting est beaucoup plus evidence-based. Il y a beaucoup plus de figures, en tout cas evidence-based. On est beaucoup moins ancré dans les traditions. Alors qu'en haltérophilie, en fait, c'est tel modèle, c'est comme ça. Il y a beaucoup moins cet aspect nuance. Les coachs sont un peu plus vus comme, j'ai presque envie de dire, des gourous, qu'en tout cas en powerlifting. C'est la vision que tu en as, quoi, clairement. Ouais. Moi, voilà, ici, parce que je travaille pour la formation des cadres, et quand ici, par exemple, je dois chercher sur comment développer, quel est l'état de la recherche en haltérophilie comparé au développement de la force plutôt en powerlifting, en haltérophilie, on voit tout l'intérêt dans les sports co pour la préparation physique, mais en tout cas en méthodes d'entraînement qui sont comparées l'une à l'autre, malheureusement, c'est très pauvre. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus dans les années 90, notamment avec Garamer. Il y a eu beaucoup de choses par le passé. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est plus une partie, entre guillemets, de l'exercise science qui avance énormément. Ouais, okay. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui, avec le projet Smart and Strong, où l'idée était aussi de développer un petit peu l'aspect smart, l'aspect strong chez moi, je me suis retrouvé un peu en haltérophilie, à être un peu coincé par ça. Et du coup, je suis aussi un peu plus passé en powerlifting, mais beaucoup moins de douleur pour moi. Donc en fait, si j'ai mal à l'heure actuelle en powerlifting, c'est très rare. Je gagnais en masse musculaire, je gagnais en force. Et du coup, en fait, tout ce qui me limitait en haltérophilie n'était plus limitant une fois que je passais en powerlifting. Ok. Tu t'es formé, je pense, en tant que kiné. Tu pratiques du powerlifting. Le powerlifting, c'est quand même réputé pour prendre des charges lourdes, enfin la plus lourde possible sur 3 mouvements. Des fois, on peut considérer ce sport comme étant vraiment extrême. On peut avoir une appréhension sur des blessures graves dues aux charges lourdes. C'est souvent ce qui en ressort. Est-ce que, fondamentalement, il y a un risque dans ce sport qui est plus élevé que dans d'autres pratiques? Et est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est extrême comme sport? J'aime cette question et je l'aime pas parce qu'il faudrait déjà commencer par définir ce que c'est qu'un sport extrême. Ouais. Alors, en préparation du podcast, j'ai quand même essayé de regarder ce qu'on disait la littérature et il semblerait que les experts ne soient pas spécialement d'accord sur ce que c'est qu'un sport extrême. Est-ce qu'on parle d'un sport avec un haut risque de blessure? Est-ce qu'on parle plutôt de l'approche de l'entraînement, du mode de vie? Et du coup, en fait, il y a plein de questions sociales qui peuvent se poser autour de ça, mais qu'est-ce que c'est qu'un sport extrême? Il n'y a déjà pas de consensus. Alors, je peux botter en touche et dire je ne pense pas que ce soit un sport extrême. Cela dit, si on parle aussi, et je pense que dans ton cas, c'est plutôt parler du haut taux de risque de blessure, enfin du risque de blessure qui est plutôt important. Et là-dessus, si on doit répondre typiquement vis-à-vis de cette question-là, je dirais que non. Pourquoi? Tout simplement parce que le powerlifting en fait, est un sport où le taux de blessure est relativement faible. De manière générale, dans la littérature, on rapporte une prévalence qui se situe entre 1 et 4,4 blessures pour 1000 heures de pratique. À titre de comparaison, c'est assez similaire par rapport à ce qui se fait dans d'autres sports de resistance training. Je pense qu'en haltérophilie, on est entre 2,3 et 3,4. Si on peut expliquer brièvement pour des personnes qui nous regardent ce qu'on considère être resistance training. En fait. Resistance training, tout ce qui va être en fait l'entraînement en force ou avec des charges. Donc on va inclure le bodybuilding, le crossfit dans une certaine manière. Je pense que les sports de Girevois pourraient l'être. Pour moi, il peut être considéré dedans. Là, je connais peut-être pas les taux de blessure, mais en fait tout ce qui va être de l'entraînement avec charge, dans le but de développer, que ce soit la masse musculaire, l'endurance de force, ce genre de choses, on va vraiment être, si vous voulez, à ce niveau-là là-dedans. Alors, en bodybuilding, on est sur un taux de blessure qui est en général plus faible, parce que le but là, on est autour de 0,2 à 1 blessure pour 1000 heures de pratique, si je ne m'abuse. En strongman, on va être plutôt autour de 5 blessures par 1000 heures de pratique. De manière un peu plus élevée par rapport au power, qui est entre 1 et 4,4. Et en Highland Games, on est encore un peu plus haut, on est autour de 7,5 blessures. Cela dit, en fait, pour beaucoup d'autres sports, le powerlifting est vu comme une pratique dangereuse. Pourtant, en course à pied de niveau amateur, selon certaines études, on peut se trouver autour de 7,7 blessures par 1000 heures de pratique. En football, on est autour de 8. Bon, alors c'est un sport de contact, donc on s'entend forcément, il faut comparer ce qui est comparable. Mais par rapport à d'autres sports, on est vraiment dans la tapée on est vraiment sur un taux de blessure similaire à ce qui se fait dans les autres sports de resistance training. C'est pas plus augmenté malgré les charges qui sont plus importantes. Ça, c'est pour ça c'est le gros message que je veux mettre en avant. J'aurais tendance à dire que c'est aussi en compétition qu'on soulève les charges les plus importantes. Pourtant, ce n'est pas là où on voit le plus de taux de blessure.
on voit plus de blessures à l'entraînement. Donc en fait, est-ce que c'est vraiment une question de charge absolue? J'aurais tendance à dire que non. Cela dit, on reviendra de toute façon, je pense, un peu plus tard sur ce qui cause les blessures. Et du coup, restez bien là dans le podcast. Le petit check-up sur la caméra, ça, comme ça j'ai kiffé ça. Je pense que tu as très bien détaillé le tout. Il y a une question quand même vraiment que j'ai envie d'aborder, plusieurs questions que j'ai envie d'aborder, notamment sur le coaching et le suivi avec ses élèves. Ouais. Donc, je l'ai marqué ici. C'est quoi, selon toi, les attentes qu'un coach peut avoir envers ses athlètes? Parce qu'on parle souvent de, voilà, moi j'attends ça de mon coach, mais on ne parle jamais du sens inverse en fait. Ou du moins rarement, pas jamais, mais on parle rarement de se dire quelles sont les attentes qu'un coach peut avoir envers ses athlètes. Alors elles sont multiples. Pour moi, elles dépendent aussi un peu du coach et de la façon dont il a travaillé. Alors je vais dire que j'ai essayé d'avoir une approche majoritairement centrée sur la personne. J'essaye aussi de développer un environnement qui supporte l'autonomie et surtout d'essayer d'essayer de mettre l'athlète, de le considérer plutôt dans une démarche plutôt collaborative, voire même partenariale. Ça veut dire qu'en fait là-dedans, je vais le placer sur un pied d'égalité par rapport à moi. Je ne vais pas être au-dessus et lui en dessous. J'ai autant de choses à lui apporter qu'il y a de choses à m'apporter. Alors moi, je vais plutôt lui apporter les connaissances, je vais essayer de le guider, mais lui, ce qu'il va m'apporter, c'est la connaissance de lui, en fin de compte. Parce que la personne, même si j'ai l'expérience dans le milieu du coaching, la personne est bien plus une experte d'elle-même que je ne le saurais jamais. Et du coup, là-dessus, mes attentes, elles dépendent de plutôt cette approche-là. Alors, première chose, c'est que moi, je vais demander quand même la première chose, et c'est élémentaire, c'est de l'honnêteté. Je veux être quelqu'un qui sera honnête, qui va me dire ce qu'il pense quand il me regarde droit dans les yeux, quand on se voit, qui va me dire ce qu'il est en train de traverser, c'est important. J'ai déjà remarqué par le passé que les coachs les athlètes qui ont tendance à être moins honnêtes, il y a toujours des non-dits, il y a des choses il y a un build-up si on veut, et c'est souvent comme ça qu'il y a une fracture dans la relation coach-athlète. Donc ça, c'est pour moi, c'est la chose élémentaire. J'aurais tendance à dire qu'il y a plein de choses. Moi, j'ai envie de dire de l'autonomie, comme je le disais. J'ai envie que la personne qui est coachée puisse développer, puisse prendre certaines de ses décisions à l'entraînement, qu'elle ne soit pas dépendante de moi. Parce que le jour où je suis malade ou que je ne sais pas répondre comme il faut pour une raison X ou Y, ou même si un jour il m'arrivait quelque chose et que je ne pouvais plus coacher du jour au lendemain parce qu'il y a un accident, je veux que la personne ne soit pas dépendante et qu'elle puisse se prendre en charge. Et puis si un jour on me dit, j'ai envie d'arrêter aussi la collaboration, j'espère que la personne aura suffisamment appris avec moi pour qu'en fait elle puisse s'en sortir d'elle-même et qu'elle ne soit à nouveau pas dépendante. Donc c'est dirigé vers l'autonomie quand même qui a son importance. Donc là-dessus on a une vision commune, clairement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi et je trouve que peu de coachs mettent ça en avant aussi à l'heure actuelle. Donc j'aurais tendance à dire, c'est croire aussi dans le processus. À l'heure actuelle, je vois de plus en plus d'athlètes, surtout les plus jeunes, parce qu'ils sont exposés à trop d'informations via les réseaux. Ils ne savent plus quoi choisir et du coup, ils remettent beaucoup en question ce que leur coach peut faire. Et ça, c'est parfois des trucs qui sont un petit peu difficiles, puisqu'en fait, ah oui, mais pourquoi lui fait ça et moi, je ne fais pas ça? Tu n'es pas la même personne, tu n'es peut-être pas au même point dans ta carrière. Et très souvent, en fait, je remarque que les gens ont tendance à vouloir faire ce que d'autres font et ont du succès avec. Alors là, c'est parfois un peu compliqué, mais je remarque qu'il y a quand même une difficulté à avoir confiance dans le processus avec certains athlètes, notamment parfois les plus jeunes. Et ça, je pense que ça, c'est quelque chose de très difficile. Le fameux SBD Everyday. J'ai prévu quelques questions, comme tu te doutes là-dessus. Je penserais à quoi? Une multitude de questions, une multitude de choses. Je pense que là-dessus, il y a quoi? Il y a aussi l'envie de se remettre en question en tant qu'athlète. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose. Ça m'est déjà arrivé de communiquer avec des athlètes qui disent en fait, ça va pas. Oui, mais ça va pas parce que le sommeil, l'alimentation, le stress. Ce sont des facteurs externes dont on n'a pas toujours le contrôle non plus en tant que coach, quoi. Mais on doit amener à une réflexion de la part de l'athlète. C'est ça qui va le faire évoluer, en fait. Et en fait, c'est parce qu'on va pouvoir envoyer cette réflexion-là à l'athlète et en fait, il peut réfléchir, il peut avoir l'envie de se remettre en question et puis il peut revenir avec « oui, c'est un problème, qu'est-ce qu'on peut faire ?» ou « non, c'est pas un problème ». Ça veut dire qu'en tant que coach, ok, c'est deux informations qui vont être sacrément utiles parce qu'en fait, si ce n'est pas les facteurs externes, on peut peut-être regarder à ce que moi, je peux changer en tant que coach. Exactement. Mais ça, du coup, c'est important que l'athlète ait l'envie de se remettre en question parce que s'il le fait, ça peut faciliter aussi le travail du coach de se remettre en question. Et c'est pas toujours facile. C'est pas simple. Mais du coup, on a besoin d'abord, en tant que coach, de vérifier que l'athlète fait tout ce qu'on attend de lui. Et si ce n'est pas le cas, ou si c'est le cas,
ben là on ajuste et on peut émettre des recommandations. Voilà, ou parfois on a des athlètes qui vont être dans une période très remplie de leur vie, qui ne vont pas pouvoir mettre l'entraînement comme étant la top priorité. Eh ben là, c'est en tant que coach, c'est notre rôle de nous adapter à ce moment-là. Mais par exemple, si un athlète me dit je vais aller au championnat du monde, mais qu'en attendant il ne dort pas, il ne mange pas, il ne s'entraîne pas, je ne peux rien faire. Ouais, effectivement. Je peux lui proposer des entraînements, je peux toujours être là. Tu peux moduler. Je peux moduler, mais ce ne sera jamais suffisant. Non, ce sera jamais suffisant et ça peut même tourner, je vais pas dire à la catastrophe parce qu'on n'est pas Madame Irma, mais effectivement, tu te dis avec tous ces facteurs-là qui sont hors de notre portée, de notre champ de maîtrise, on peut vite se tourner vers des situations beaucoup plus aggravantes pour la santé de son athlète. Tout à fait. Et pas que la santé physique, il y a aussi la santé mentale, la santé psychologique. Elle est très sous-estimée. Elle est très sous-estimée, et notamment par beaucoup de coachs qui sont juste pas formés, qui sont pas à l'aise avec cette partie psychosociale, si je puis dire. Voilà. Et alors pour moi, un dernier truc, parce que je pourrais continuer comme ça pendant des heures, c'est vraiment la volonté d'apprendre. En fait, je pense que moi, comme je le dis, le projet avec Smart & Strong, c'est en fait c'est de développer l'éducation, les connaissances des athlètes avec qui je travaille. Et si moi je travaille avec quelqu'un qui n'a pas l'envie d'apprendre tout ce que je peux lui apprendre, c'est compliqué. Je remarque qu'entre guillemets la relation est en général, je ne vais pas dire asymétrique, mais les gens sont, moi je me sens moins épanoui, et je remarque aussi certains athlètes sont un peu moins épanouis, mais c'est pas grave. Il faut pouvoir se conformer à ce qu'attend une diversité d'athlètes. Mais si je devais dire l'athlète idéal, pour moi, j'ai vraiment envie que ce soit quelqu'un qui a envie d'apprendre. Et ici, j'ai encore un athlète qui m'a envoyé une question il y a 2 jours. Et en fait, malheureusement, je n'ai pas la réponse là tout de suite. Et je trouvais ça super intéressant parce que lui vient me voir. Ah, tiens. Et je dis, moi, je vais aller rechercher un petit peu de mon côté. Je reviens vers toi après. Et ça, j'adore en fait. Parce que ça me challenge aussi. Mais toutes ces attentes-là, j'espère que mes athlètes l'ont aussi envers moi. Et ça, c'est important aussi, j'ai envie de le dire, même si l'honnêteté, l'envie de se remettre en question, le fait de vouloir apprendre, c'est des choses. Je veux que mes athlètes, en tout cas les athlètes avec qui je travaille, aient les mêmes attentes envers moi. Et ça, je pense que c'est important. C'est qu'il y a ce principe de réciprocité, mais parce que je suis dans une collaboration, dans une démarche partenariale. Ok, top. On a répondu en partie à ce que je voulais te poser comme question, notamment sur l'aspect de la mauvaise pratique dans le coaching. C'est que, par rapport à tout ce que tu m'as dit, selon toi, à quel comportement on devrait prêter attention dans le coaching et qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme étant une mauvaise pratique dans notre métier? Alors elles sont multiples pour moi. Je pourrais en sortir une dizaine, une vingtaine, une trentaine. Je vais essayer pour moi de dire celles qui sont les plus importantes pour moi. La première, c'est le manque de connaissances et de compétences dans le milieu du coaching. À l'heure actuelle, tout le monde est coach. Si tout le monde est coach, personne n'est coach. Et ça, on reviendra un peu plus parce que j'ai envie de m'attarder là-dessus peut-être par plus tard. Mais du coup, ça pour moi, c'est quelque chose d'élémentaire. Si on n'a pas les connaissances de base en anatomie, en physiologie, en théorie de l'entraînement, en fait, comment est-ce qu'on peut encadrer quelqu'un de manière déjà sécurisante, que ce soit en présentiel et encore plus en distanciel? Si on n'a pas ces compétences-là, ça me paraît vraiment, vraiment compliqué de comprendre quel stress on va placer sur certaines structures, quels sont les risques de certaines choses. Alors, on l'a vu, le risque en powerlifting est relativement bas. En resistance training, il est relativement bas. Mais avec des connaissances, tu peux encore davantage le minimiser. Exact. Ou en tout cas, faire en sorte que ce risque ne soit pas augmenté. Et ça, pour moi, c'est vraiment la base, c'est juste s'assurer. Et puis surtout, les gens payent pour un service. Ils s'attendent aussi à ce qu'il y ait une certaine base de connaissances et de compétences essentielles. Une expertise. Une expertise. Et très souvent, elle fait défaut à beaucoup de monde. Donc ça, ce serait pour moi une première chose. Puis j'aurais envie de dire tout ce qui est du volet communicationnel, des coachs qui ne communiquent pas. Qui ne communiquent pas en temps et en heure avec leurs athlètes. Leurs athlètes sont un peu dans l'attente de dire merde, j'ai pas de réponse, j'en ai besoin d'une. Alors, on ne doit pas être disponible à tout instant et être de la nuit, de la journée en tant que coach, il faut aussi placer ses limites, mais c'est important quand même de tout simplement pouvoir communiquer en temps et en heure et selon les attentes qui ont été déterminées au début, donc selon le contrat de base qui est établi entre l'athlète et le coach. J'aurais envie de dire des entraînements, des programmes qui ne sont pas envoyés à temps, ce sont des choses que j'entends aussi régulièrement et parfois avec des gens qui sont payés plusieurs centaines d'euros. Et ça, je trouve que selon moi, c'est. Alors, on peut arriver une fois en retard, ça peut arriver, je pense qu'on est tous humains et on pêche tous. Mais de là à dire que si c'est quelque chose de récurrent, c'est quelque chose auquel il faut prêter attention, si c'est systématique et que l'athlète doit sans cesse demander pour son programme d'entraînement, là, pour moi, selon moi, c'est problématique. Pour retourner un peu sur le volet émotionnel, j'aurais tendance à dire tout ce qui est
gaslighting, enfin tout ce qui est un peu nier un petit peu la réalité de l'athlète et lui dire non, c'est pas ça. J'ai déjà vu ça aussi chez certains coachs. Et du coup, c'est plutôt que de se remettre en question, enfin c'est plus facile de rejeter la faute. Alors parfois les athlètes le font aussi, mais je vois aussi beaucoup de coachs qui le font, qui disent ah oui, ben ok, ce que tu dis c'est pas vrai ou ce genre de choses. Euh, Plutôt, on pourrait répondre de manière différente et dire bah ok, je suis désolé que tu le vois comme ça, je ne percevais pas les choses comme ça. Ça, c'est accepter la réalité de l'autre, même si on n'est pas entièrement d'accord, mais c'est au moins la valider. Et je vois beaucoup de coachs qui sont en mode enfin non, on ne valide pas. Je vois des coachs aussi qui parfois ghostent leurs athlètes, c'est des choses qu'on a entendues. Et du coup, ça, c'est vraiment des comportements à éviter. Il y en a aussi comme le poaching. Le poaching, c'est de démarcher, les coacher d'autres personnes, ou alors de dire du mal du coach juste pour essayer de récupérer ces athlètes-là. Et c'est des trucs qui gagnent malheureusement. C'est des pratiques qui sont de plus en plus courantes, en tout cas celle de poaching. Je crois que ça ne m'arrive pas à discuter avec d'autres coachs et de se rendre compte qu'un autre coach, un coach concurrent, a essayé de les démarcher. C'est quelque chose qui est quand même assez, c'est assez problématique. On peut parler de comportement un peu toxique quand même. Oui, mais je pense qu'on a une communauté à l'heure actuelle qui ne va pas forcément dans le bon sens. Parce que manque de compétences, que ce soit connaissances, tant sur le plan de la communication, tant sur le plan des hard skills, je vais dire, donc ce qui est anatomie, physiologie, théorie de l'entraînement, biomécanique, psychologie de base. Et du coup, oui, je pense que c'est des comportements qui vont amener un peu à cette toxicité. Voilà, je pense aussi que, par exemple, un coach qui ne continuerait pas sa formation, qui ne continue pas à se former de manière continue, ça, c'est pour moi des comportements auxquels il faut faire attention, parce que si on reste un peu bloqué sur ses acquis, c'est ce que beaucoup ont fait par le passé, et c'est ce qui a fait qu'il y a un gros problème à l'heure actuelle pour beaucoup de choses. Il y a un décalage sur le champ de connaissances. Sans connaissance entre, je veux dire, l'ancienne garde et la nouvelle, où les choses clashent, les choses. Oui, oui, tout à fait, ça en arrive au clash, et puis après, c'est, ouais, mais moi j'ai eu autant d'années d'expérience, j'ai coaché autant de personnes, et on arrive en fait à des arguments futiles, selon moi. Exact, et ça c'est vraiment quelque chose qui selon moi il faut essayer de faire attention. Et voilà, alors je pense aussi à un truc, c'est le fait par exemple de dire du mal publiquement d'autres personnes dans le but de les rabaisser. Alors je pense qu'on peut, et j'en discutais en formation la semaine dernière, c'est le fait je pense que c'est une bonne chose de ne pas être d'accord avec tous les coachs et d'échanger sur les réseaux sociaux. La question pour moi et ce qui pose problème c'est quand on en vient à non pas des arguments plutôt sur en fait les idées, mais sur la personne. Et ça, pour moi, ça c'est problématique. Ad hominem et ad personam. Ad personam. Et c'est des arguments qu'on voit de plus en plus arriver dans le milieu du coaching pour décrédibiliser, dévaloriser le travail de quelqu'un d'autre. Et ça, pour moi, c'est très, très embêtant. Et du coup, plutôt que de se baser sur des faits ou l'échange d'idées. Mais à ce moment-là, le débat n'a pas lieu. Tu ne peux pas faire avancer les idées à ce niveau-là. Tu sais que ça doit s'arrêter là et que voilà, vous ne serez pas d'accord. Je pense aussi qu'il y a des coachs qui ne sont pas transparents sur leur méthode, sur la façon dont ils travaillent. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est vraiment présent, mais c'est des choses dont j'ai déjà entendu parler, où les gens en fait reviennent sur les termes du contrat en disant non, j'ai jamais dit ça. Oui, mais l'athlète dit que oui. Donc c'est qu'il y a un moment en tant que coach, soit j'ai pas été transparent entièrement, soit j'ai pas communiqué correctement. Et ça, je pense que si en tant que tel, c'est pas forcément un red flag. Faut pas se dire on arrête de travailler avec quelqu'un. Non, mais le tout, c'est de reconnaître ses erreurs. Par exemple, la communication, moi je sais que des fois, ça m'est arrivé de ne pas communiquer correctement, il faut le reconnaître après, quoi. Aussi, et j'ai envie de dire, j'estime avoir fait de gros progrès au niveau communicationnel ces 2 dernières années, mais je ne suis pas encore au point auquel je voudrais arriver. Mais bien sûr, mais ça c'est une bonne chose. Parce que tu sais que tu t'en verras mieux. En tout cas, que tu as envie d'améliorer ta pratique par rapport à ça. C'est clair, et puis je suis toujours ouvert au feedback, et si les gens ne sont pas d'accord avec ma façon de faire, pas de souci, on peut en discuter. Et ça m'est déjà arrivé d'être pas d'accord avec certains athlètes, et ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut surmonter ça? Enfin, on en vient du coup à cette question de remise en question. Si un coach n'est pas prêt à se remettre en question, ça pour moi c'est même plus embêtant que le manque de connaissances et de compétences, parce que si on n'est pas capable de se remettre en question, on ne pourra jamais avancer. Et ça du coup c'est un peu les quelques pratiques qui me viennent en tête, mais comme je dis, on pourrait en trouver encore des mille et des cents, quoi. J'ai envie de te parler d'un phénomène qu'on a chez nous aussi en Girevois. Girevois, kettlebell lifting, kettlebell sport, peu importe le terme, qu'on retrouve aussi dans les sports de combat, qu'on retrouve chez vous aussi, qui est popularisé davantage dans les sports de combat et dans le power parce qu'il y a plus de visibilité, parce que YouTube met davantage en avant cela pour le moment, depuis quelques années. C'est les pertes de poids drastiques. Juste avant en fait, la pesée. Je pense qu'à un moment, Menno Henselmans en parlait aussi. Et disait même, ce qui serait intéressant, c'est de
voir la pesée la veille et voir la pesée le jour J avant la compétition pour voir à quel point les pertes de poids et le poids sur la balance influent fortement. Et est-ce qu'on considère ça comme dangereux dans notre pratique? Pourquoi est-ce on en est encore à arriver à ce genre de choses? Est-ce qu'on trouve que c'est surtout un comportement sain pour la compétition, d'arriver à des pertes de poids drastiques comme ça? Beaucoup de questions dans cette question. Et bon, qu'est-ce qu'on entend par... qu'est-ce qu'on entend déjà par perte de poids rapide? On parle communément de cut. Et du coup, en fait, c'est toutes les méthodes qu'on va utiliser pour en fait arriver au poids lors de la pesée et surtout avec des pertes de poids qui vont être rapides dans le temps. Alors, il y a plein de méthodes pour y arriver. Il faut déjà savoir, en fait, c'est quelque chose de courant dans les sports de force. Je vais parler pour les sports de force, je sais que c'est... Oui, parce qu'on est vraiment spécifiquement ici sur l'aspect powerlifting, quoi. Je peux parler de ma copine qui en fait a fait du judo et c'était normal. Alors là, c'était encore plus drastique et c'était pas forcément une bonne chose. Mais vraiment, je vais parler de moi, ce qui me concerne et de mon expertise qui est vraiment liée dans les sports de force. Et on sait qu'on a une prévalence qui, si je ne dis pas de bêtises, est comprise entre 43-44% et 97% selon les études. Donc en fait, il faut se dire que quasi un athlète sur deux, selon certaines études, quasi tous les athlètes pratiquent le weight cutting. C'est une prévalence qui a tendance à augmenter avec le niveau de compétition. Donc plus le niveau de compétition est élevé, plus les athlètes vont avoir recours au weight cutting, au rapid weight loss aussi, comme on les appelle. Enfin, le terme scientifique dont on parle, c'est plutôt rapid weight loss. Comme ça, vous le savez. Et en fait, il y a plein de méthodes pour y arriver. Plus courantes, restrictions alimentaires, sauter les repas, le jeûne. Ça, c'est trois les mêmes. On va avoir tout ce qui va être restriction hydrique, donc on va boire moins d'eau la veille ou l'avant-veille. Après, il y a aussi l'aspect charge hydrique, donc en fait water load, water cut, et du coup là, on va boire des quantités. Popularisé vraiment aussi, effectivement, avec les athlètes JJB et MMA à l'époque, quand j'étais chez XTC. Et puis, en manipulation au niveau tout ce qui va être sodium. Alors, à l'heure actuelle, on retrouve aussi de plus en plus, mais ça, dans la littérature, c'est encore très peu décrit, c'est tout ce qui va être gut content manipulation. Donc, en fait, toutes les manipulations du contenu gastrique. Donc, en fait, on va essayer d'éliminer un peu les fibres. On va aussi, on va éliminer en fait toute une partie si on veut, du microbiote pour aussi, on va aussi utiliser des catégories d'aliments caloriquement plus denses. Parce qu'en fait, si on veut maintenir l'apport énergétique sans forcément sauter de repas, on va juste manger de la glace, du chocolat, des pâtes tartinées, du miel. C'est clairement pas la meilleure approche pour moi. Pour moi, je parle personnellement, quand moi je dois être aussi au poids sur une balance, quoi. Et du coup, ça, c'est différentes méthodes, mais on va aussi retrouver tout ce qui va être sauna, tout ce qui va être bain chaud, tenue de sudation. Dans certaines catégories, dans certains sports, ou dans certaines fédérations où il n'y a pas de test antidopage, on peut même avoir recours à des diurétiques. Donc ça peut devenir très 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 extrême. Et voilà. Alors je sais que c'est selon mes recherches, en tout cas ce que j'ai pu moi voir, parce que bien évidemment c'est quelque chose qui m'intéresse, l'impact sur la performance est relativement peu marqué dans les sports de force. Surtout parce qu'en fait, ça peut être mitigé par une bonne stratégie de réalimentation et de réhydratation une fois qu'on a fait le processus. Cela dit, on sait que pour un weight cut idéal, on veut se situer autour de 3 à 5%. Au-delà, on remarque qu'il y a un impact plus important sur la performance, 3% du poids de corps. Et au-delà, on est vraiment sur des choses qui ont un impact négatif sur la performance. Mais si l'impact sur la performance n'est pas super important, il y a quand même beaucoup d'effets secondaires, je trouve, selon moi. Déjà, il faut se dire que le risque de mort n'est pas inexistant. On retrouve des morts par déshydratation, par hyperthermie, par crise cardiaque. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'une fois qu'on va se déshydrater, on va pouvoir jouer, on va, si on veut, désorganiser toute l'organisation électrolytique du corps. Et du coup, c'est quelque chose qui peut quand même avoir des répercussions graves. Il faut le savoir, donc c'est pas à faire sans compte. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on peut se décider de faire un jour et dire je vais le faire à chaque fois. Mais ça, je reviendrai un petit peu là-dessus ici. Sinon, il y a aussi des risques de développement de troubles du comportement alimentaire, quelque chose qu'on retrouve, et plus c'est fait régulièrement, plus on augmente ce risque. Il y a aussi des risques de blessures qui sont accrus, parce qu'en fait, au niveau de l'exstabilité musculaire, il y a aussi des altérations, puisqu'en fait, toute la balance électrolytique va à nouveau être altérée. Donc, on peut augmenter le risque de blessure, mais on peut aussi augmenter son risque de crampe, et du coup, en fin de compte, de contre-performance, en fin de compte. Il y a aussi tout ce qui va être impact sur l'humeur, sur l'état psychologique. Donc, les gens qui cut régulièrement vont être plus soumis à de l'anxiété, à de la colère, à un sentiment d'isolement, à de la dépression. On voit même chez les jeunes en fait des problèmes au niveau des grades académiques, donc ça peut avoir des répercussions quand même assez importantes, et ça c'est les quelques-unes qui me reviennent en tête, quoi. On sait que chez les jeunes aussi ça va entraîner des gros problèmes
au niveau du retard de croissance, enfin de la croissance, du système endocrinien, du cycle menstruel. Et donc, en fait, c'est des trucs qu'on retrouve beaucoup plus dans les sports de combat, en fait, enfin, dans les sports d'opposition chez les jeunes. Mais on sait qu'à l'heure actuelle, il y a quand même pas mal de position statements de la part d'auteurs, de spécialistes sur le sujet, de chercheurs qui disent qu'on devrait l'interdire chez les plus jeunes. Et moi, je suis partisan de cette approche-là. J'ai toujours travaillé avec des athlètes et j'ai dit, en tout cas, je préfère que tu n'aies jamais à weight cut, sauf dans certains cas particuliers. Ouais. Donc, les plus petites catégories de poids, s'il y a par exemple un niveau international à aller chercher. Sinon, la plupart du temps, je pense que voilà, chez les jeunes, il faut surtout leur permettre de grandir. Et en fin de compte, si on a des weight cuts trop répétés durant l'année, on sait que ça impacte aussi négativement la performance. Puisqu'en fait, à chaque fois, perdre du poids, voilà, on sait que les gains de masse musculaire vont favoriser aussi, entre guillemets, vont nous aider à devenir aussi un peu plus forts. On pourrait discuter de ça, bien évidemment. Oui, je sais que tu le discuteras avec Mathias. Oui, ça fait... on est 100% d'accord parce qu'on a eu déjà pas mal d'échanges à ce sujet-là. Donc, je tiens à dire que c'est pas aussi blanc. Il y a une corrélation, elle n'est pas parfaite, voilà, mais elle existe. On sait que, et surtout en powerlifting, on sait que naturellement, les jeunes vont prendre plus de catégories de poids et du coup, il ne faut pas essayer de les restreindre, sinon on augmente d'autant plus ces problèmes-là. Et je ne parle pas des problèmes d'image de soi, de blessures qui vont être augmentées aussi si on répète trop souvent ça, et que la performance va en pâtir, quoi. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'on a parlé un petit peu de tout au niveau weight cut selon toi ? Il y a d'autres choses que tu aimerais rajouter ? Ouais, moi j'aurais quand même tendance à dire… Parce que ça s'est quand même énormément popularisé sur les réseaux ces derniers temps. Ça s'est même, je trouve, un minimum banalisé. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et on sait que le powerlifting… Moi, j'ai vu une communauté de powerlifting se développer vraiment à une vitesse, comme on dit chez nous, VV'. Et tu as des jeunes de 15-16 ans qui s'y intéressent déjà et puis qui vont regarder clairement des membres de l'équipe de France, par exemple. Panache, on peut le citer. Et je pense qu'à son niveau, c'est tout à fait pertinent de le faire. Pour être champion du monde, mais on le voit, certains l'idolâtrent, Panache. Et quand tu le vois clairement dans ses vidéos, il est cool, il est posé, il ne se casse pas la tête. Tu t'y attaches quand même un petit peu. C'est logique, tu vois, moi, j'ai déjà rencontré à plusieurs reprises aussi. C'est un gars super sympa. Il est super sympa. Et… voilà, mais quand il y a des 15-16 ans qui vont le regarder, qui le prennent en exemple, ils vont peut-être le copier au pied de la lettre. Tout à fait d'accord. Et c'est vraiment des trucs où… Et je pense que lui ne le souhaite pas. Hein, non, mais le fait est, c'est que je pense que c'est aussi la responsabilité des influenceurs, en fait, de ne pas mettre trop en avant ça, mais surtout, d'être éduqués sur les méfaits en fait, de ces weight cuts-là. Et très souvent, les gens n'en sont pas du tout conscients. On va demander à un athlète qui est la personne qui va avoir le plus d'influence dans sa décision de faire une rapide weight loss, c'est le coach. Ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un diététicien, c'est le coach. Est-ce que le coach a les compétences que pour savoir que ça va avoir des répercussions sur les systèmes, sur la fonction rénale, sur la fonction endocrinienne et sur la fonction cardiaque ? Quand les gens te disent j'ai acquis un certain champ de compétences au fur et à mesure de ma carrière de coaching, excuse-moi, mais un médecin, c'est 7 ans, 8 ans, 7 ans, je pense, d'études chez nous en Belgique. À quel moment tu es capable… 6 ans plus spécialité. Voilà, c'est ça, oui, pardon. Donc, merci de me rattraper. À quel moment on est capable justement d'acquérir le savoir d'un médecin? Je pense qu'on peut l'acquérir par la remise en question, par la recherche, par la curiosité. Alors, je ne vais pas dire que je suis un expert en weight loss, en rapid weight loss. D'ailleurs, moi, j'en fais pas avec mes athlètes, tout simplement parce que je pense qu'il y a des gens qui sont mieux, Tu peux te former sur cette branche-là. Je le ferai, je pense qu'à un moment, mais ce n'est pas ma priorité maintenant, parce qu'en fait, je n'encourage pas mes athlètes à le faire. Moi non plus. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose… Je pense qu'il vaut mieux monter de catégorie, à moins qu'on soit très compétitif au niveau international. Je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à se restreindre à une catégorie de poids. Et moi, je le vois chez les jeunes qui ont entre 16 et 20 ans, qui, parce qu'ils veulent un record francophone ou être champion francophone, vont se restreindre. En fait, c'est aussi une peur, je pense, d'aller dans des catégories plus compétitives. Il peut y avoir ça, et puis il peut y avoir d'autres aspects qu'on a tendance à négliger sur l'image corporelle, l'image de soi. C'est vrai. Sur cette… un belly fat par exemple qui vient un petit peu, l'image corporelle est impactée et ça je sais que ça impacte psychologiquement la tête. Ça c'est un gros souci pour moi et on peut en venir si on veut, c'est que la plupart des gens ont tendance à attacher leur identité à une catégorie de poids lorsqu'ils sont athlètes. Et ça je pense que c'est une stratégie d'adaptation qui est adaptative durant un temps, mais quand au bout d'un certain temps ça nous empêche de continuer à prendre du poids
et que ça met notre santé en danger, ça devient maladaptatif. Et alors, ce que je vois aussi, c'est beaucoup de coachs qui, et ça on revient un peu sur les mauvaises pratiques, qui n'ont pas tendance à refer out quand c'est nécessaire. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des athlètes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et en fait, le coach n'en est même pas conscient de les reconnaître, n'est même pas en mesure de réorienter parce qu'il pense avoir les compétences que pour encadrer ça. Alors, il y a beaucoup de coachs qui pensent qu'ils sont à la fois médecins, kinés, psychologues, qui sont tout. Je pense que ça, ce n'est pas une bonne chose. Alors, on voit qu'il y a de plus en plus de coachs qui sont à la fois kinés ou à la fois médecins ou à la fois diététiciens. Et je pense que c'est super, ça offre de la plus-value à leur capacité de travailler en tant que coach. Mais un coach qui est tout à la fois, ça, c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu… Moi, j'ai tendance à prendre du recul. Je m'étais fait retourner une fois sur les réseaux parce que j'avais justement fait la remarque, ouais, voilà, tu veux être psy, c'est 5 ans de master, tu veux être médecin, c'est 6 ans ou 7 ans avec spécialisation, voilà. Tu es coach, ça te prend 6 mois, ça dépend un petit peu où tu vas. Si tu vas en tant que préparateur à l'ULB, par exemple, c'est autre chose, hein. Là, Ça peut aller d'un week-end, selon certaines certifications, à 5 ans. La situation, c'est qu'on se dit, ouais, donc tu es en train de dire que le coach, il ne doit pas prêter attention au côté psychologique, etc., qu'il est juste coach et qu'il doit rester à sa place. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je dis le problème, c'est qu'aujourd'hui, un athlète, il va faire part de certains de ses soucis, il va se référer au coach et il va parler de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qu'il faut privilégier, enfin qu'il faut prêter attention, pas privilégier, mais se dire, le coach, il a souvent une relation de confiance beaucoup plus poussée avec son athlète parce qu'il a plus de contact avec lui, parce qu'il a un outil qui est très important, logiquement, c'est l'écoute active. Il ne va pas juger son athlète. En tout cas, normalement, il ne devrait pas le juger. Et donc, l'athlète se sent en confiance. Et donc, il va faire part de certaines choses. Mais après, le coach, quand la problématique devient trop importante et sort de son champ de compétences, il doit avoir des contacts. Et ça, pour moi, c'est important. Un kiné, un médecin du sport, un psy, etc., pour dire, écoute, voilà, on se retrouve en fait dans un domaine-là. Il y a à ce moment-là tout un outil de travail qui permet de guider son athlète au mieux. Et ça ne veut pas dire que en fait, le coach n'est pas en mesure de l'aider, c'est juste se dire, voilà, je suis limité, il faut reconnaître un petit peu certaines choses et savoir rediriger vers d'autres personnes. Et c'est toujours ça qui est un peu problématique, c'est que le coach se retrouve parfois au milieu de certaines choses. Il doit piocher certaines connaissances de chaque profession sans se dire, ben, moi je suis psychologue, moi je suis médecin du sport, moi je suis kiné, tu vois. C'est ça qui est très compliqué aussi. Et même, enfin tu sais, moi je suis kiné, mais ici j'ai un athlète avec lequel on fait face à des athlètes récurrentes, enfin des douleurs récurrentes, on peut parler de douleurs chroniques, depuis 2020 au niveau de sa hanche. Alors on a galéré, on a réussi à trouver un moyen de lui faire revenir de l'entraîner, de revenir entre guillemets à un niveau qui était précédemment le sien. Mais ici à un moment j'ai dit, écoute, moi ce que j'aimerais bien c'est que je pense que j'ai les compétences, on peut faire un diagnostic, tout ça, mais je veux un avis extérieur pour savoir ce qu'on peut faire et je veux que tu ailles voir quelqu'un qui ne soit pas moi pour avoir ce point de vue extérieur parce que je pense qu'ici, on travaille depuis un certain temps, on a mis plein de choses en place, ça revient, c'est cyclique. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop le nez dans le guidon? Est-ce que je n'ai pas trop le nez dans notre merde, si tu veux? Et du coup, moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir un point de vue extérieur, c'est de se dire, écoute, est-ce qu'on passe pas à côté de quelque chose de peut-être plus grave auquel… Enfin, on avait déjà fait le truc et à chaque fois, on a refait le même processus et à chaque fois, on a roule out un petit peu ces red flags. Mais j'ai quand même l'envie d'avoir un avis extérieur parce que je pense que là-dessus, j'avance pas. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et genre, on l'a fait, et ici, on arrive à un diagnostic, en fait, ça fait sens. La question est de se dire, je pense qu'il faut que quelqu'un va chez un kiné qui s'en occupe, on va essayer des choses qui sont peut-être pour… Moi, j'aurais pas envie d'essayer parce que je pense que sur le plan des preuves, elles ne sont pas suffisantes que pour aller là-dedans, mais je pense qu'on peut jouer sur l'effet placebo, sur l'effet contextuel, sur tes attentes, et on sait que même quand la personne est consciente qu'il y a un effet placebo, ça peut quand même fonctionner. Donc voilà, on en a discuté, j'ai dit je pense que c'est important, mais si c'est moi qui t'administre, ça ne fonctionnera pas, parce que j'y crois pas déjà. Mais du coup, va voir quelqu'un d'autre et c'est super important. Donc il a été voir un médecin du sport qui l'a rassuré. Et ça, il était ok, au moins on sait ce qu'on a, on est cohérent, c'est cohérent vis-à-vis de ce qu'on pensait, et voilà. Mais en attendant, je pense que c'est super important de pouvoir référer, que ce soit vers un diététicien, un psychologue, un médecin, quand on n'est pas certain. Et surtout, n'oubliez pas qu'on n'est pas formé en tout. Moi, je me suis formé aussi un peu en psychologie du sport, en communication. Du coup, que ce soit en entretien motivationnel ou ce genre de choses, je ne me décrirais pas comme un psy, mais j'ai ces outils-là que je peux mobiliser en cas de besoin. Et ça m'est arrivé avec certains athlètes d'essayer de faire appel à ça. Alors certains athlètes, ils sont réfractaires, mais d'autres sont super ouverts à ça et ça offre des possibilités vraiment intéressantes de travail
qui sont aussi très intéressantes. Mais cela dit, je ne suis pas psy et je veux pas travailler là-dessus. Voilà, c'est ça. C'est que moi-même, pendant mon cursus, donc mon bachelier, j'avais eu des cours de psychologie du sport. J'ai trouvé ça passionnant, j'ai trouvé ça super intéressant, mais c'est pas pour autant que je suis psychologue du sport, quoi. J'ai eu quelques notions de cours de psychologie du sport qui m'ont aidé. Par contre, ça m'a aidé parce que moi, j'ai l'impression de pouvoir maintenant, plus j'ai fait ça, je suis un peu plus. Je n'aime pas parler de Aware, je pense toujours à Jean-Claude Van Damme. Ouais, mais j'adore ce mec. Mais c'est vraiment l'idée où je suis plus conscient, en tout cas, d'où sont mes limites, parce que je me suis un peu formé là-dedans. Et je suis aussi plus conscient de certaines choses. Par exemple, voilà, est-ce que c'est du burn-out ou pas? J'ai certains outils. Comment est-ce que je peux aussi faire en sorte que si la personne a un peu moins de motivation, comment est-ce que je peux essayer de faire ressortir cette motivation-là via l'entretien motivationnel? Ces différentes choses. Et du coup, je trouve que c'est super, super important, quoi. J'ai un jeu pour toi, pour la prochaine question. Ouais. Ok. Je sais qu'on était en hésitation sur la poser, etc. Parce qu'on a tellement de choses à se dire. Tu me dis juste, je valide ou je valide pas. Ok. BCA, Je valide pas. collagène. Je valide pas. Alors, tu vas comprendre où je veux en venir. Ammoniac. Ah L'ammoniac en powerlifting, tu sais, cette espèce de chose que tu sniffes, hein, clairement, et que les gens se sentent complètement poussés des ailes. Est-ce que, franchement, ça a un effet? Est-ce que c'est placebo? Est-ce que c'est dangereux? Parce que moi, je ne me suis pas beaucoup renseigné là-dessus. Ok. Quand on parle d'ammoniac, déjà, il faut savoir que c'est un peu, c'est un raccourci, parce qu'en fait, on ne sniffe pas de l'ammoniac. Certains le font, mais c'est vraiment des sels d'ammoniac, en fait. Okay. Donc, en fait, c'est ça. Il faut savoir que ça a été très peu étudié, quelques études. Alors les études ont montré que par exemple ça avait notamment certains effets positifs au niveau de la perception de l'effort, au niveau de ce qu'on appelle l'arousal. On va peut-être parler d'excitation, mais plutôt tout ce qui est… Excitabilité. Oui, c'est ça, mais vraiment la capacité à répondre à une situation de stress de manière positive. Et donc voilà, et ça a un effet positif là-dessus, ça c'est clair. Et donc la vigilance aussi. Donc en fait, ça peut nous permettre. Je pense que l'idée qu'on utilise dans l'ammoniac, c'est de plutôt trigger une réponse un peu fight, si j'ai envie de dire. Vraiment faire appel un petit peu à cet aspect adrénaline. Je pense que c'est un petit peu l'idée. Ce n'était pas décrit tant que ça dans les articles, donc c'est peut-être juste le mécanisme. Mais en tout cas, il n'y a aucun effet ergogénique. Donc qu'est-ce qu'on entend par effet ergogénique? C'est une amélioration de la performance. La caféine a un effet ergogénique, par exemple. Et du coup, elle nous permet, si on veut, d'augmenter la performance. Ce n'est pas le cas pour l'ammoniac. Okay. Par contre, l'ammoniac, il faut savoir que les dérivés d'ammoniac, ce sont des irritants pour les muqueuses, donc au niveau des voies respiratoires, au niveau des yeux, au niveau de la bouche. Donc ça peut irriter, ça peut entraîner un certain inconfort. On sait que certaines personnes peuvent être plus sujettes aux sinusites lorsqu'elles inhalent de l'ammoniac. Et ça, c'est quand même important, je trouve, que tu le mettes en avant, hein, parce que souvent on dit ouais, c'est sans danger, il n'y a pas de problème. Les asthmatiques ont vraiment en fait cet aspect où ils vont être beaucoup plus sensibles aussi à certains composés. Moi, je suis asthmatique, quand je vais à la piscine, cette odeur de chlore, ça fait que en fait, si je nage, la plupart du temps, si je n'ai pas pris un antihistaminique avant ou que je n'ai pas pris mon bronchodilatateur, je vais faire une crise d'asthme. Je privilégie les piscines au cuivre, par exemple. Okay. Et du coup, j'ai aussi ça avec l'ammoniac. C'est un irritant. Cela dit, moi, je ne suis pas totalement contre l'utilisation de l'ammoniac. Je trouve que l'ammoniac est très, très, très pertinent quand tu fais des longs trajets en voiture et que tu dois rester vigilant sur la route. Ça, c'est top. Ça augmente la vigilance, ta perception et du coup, ton arousal. Si tu as un long trajet en bagnole et que tu es fatigué, que tu as envie de dormir, il fait nuit, tu n'as pas l'occasion de t'arrêter, là, l'ammoniac, pour moi, clac, c'est bon, c'est parfait. Et pour moi, c'est la plus grande utilité de l'ammoniac à l'heure actuelle. Ou si vous avez vraiment un travail où vous avez besoin de rester focus, là, je l'utiliserai plutôt qu'en compétition. Okay. Je valide à moitié selon le contexte. Okay, et voilà. Après, j'ai envie de dire, si toi, tu kiffes l'utiliser en compétition, où est le mal, à condition que ça ne t'irrite pas, que tu n'aies pas d'effets secondaires. Mais voilà, et je pense que ce n'est pas quelque chose à utiliser trop souvent parce que beaucoup d'athlètes en deviennent dépendants. Oui. Et ça, pour moi, c'est un problème. C'est de se dire, il ne faut pas que ce soit, faut pas en être dépendant en fin de compte. Parce que si tu es dépendant de ce genre de choses, le jour où tu ne l'as pas ou que ça arrête, ça fait un peu moins d'effet parce qu'on sait aussi que par l'exposition répétée, certains stimuli en fait, vont devenir beaucoup moins efficaces pour augmenter l'arousal, par exemple. Et du coup, il y a un peu cet effet d'accoutumance qui peut être présent. Et très souvent, c'est l'escalade. On utilise des sels d'ammoniac de plus en plus forts, on va avoir recours aux tables de plus en plus, c'est l'escalade. Mais quand on va à l'international, moi je le dis, c'est rare de voir des athlètes qui utilisent de l'ammoniac, en fin de compte. C'est rare de voir des athlètes qui se font taper dans le dos. Pourtant, quand on va à une compétition nationale ou régionale, on y va, quoi. Moi, j'ai déjà eu des coachs qui sont là, qui frappent sur leurs athlètes avec des ceintures, quoi. Une ceinture de 10 mm en cuir,
enfin 13 mm de cuir, ou des coups de taser aussi aux États-Unis, ce genre de choses. C'est l'escalade et ça ne s'arrête pas. Et du coup, moi j'aurais tendance à dire, hey, calme. Je trouve que les athlètes qui performent le mieux ont tendance à plutôt avoir. Moi, j'ai tendance à. Moi, tu me fais ça, ça passe pas, quoi. Il faut que je reste dans ma bulle, quoi, tu vois. Je trouve que les athlètes qui performent le mieux, c'est quand le arousal vient plutôt un peu des tripes, vient un peu de l'athlète en lui-même, parce qu'en fait là-dessus, c'est-à-dire qu'il va le contrôler, ça veut dire qu'il va pouvoir. Une observation personnelle. C'est une observation plutôt personnelle. Si vous êtes psy du sport et que vous avez envie de commenter là-dessus, interagissez. Ouais, c'est une très bonne remarque, hein. Justement, n'hésitez pas à interagir là-dessus parce que votre avis nous intéresse. Moi, j'ai vu un psychologue du sport et il me disait en tout cas que c'est quelque chose qui était plus durable, qui était plus sustainable d'avoir cette approche-là. Et, je lui fais confiance, hein. C'est un chercheur aussi, Damien Brevers, très bon, si vous souhaitez travailler avec lui. Mais du coup, c'est vraiment des choses qui, je pense, l'ammoniac, je valide, mais je valide pas en même temps. Genre, ouais, contexte dépendant, quoi. C'est contexte dépendant, et pour moi, ça a plus d'utilité au volant qu'en compétition. J'ai aussi envie de parler de l'effet de lourdeur, parce que quand on va chercher des barres, si on se réfère à la littérature, il semblerait, certains vont dire 85%, à partir de 85% de la 1RM, ça semble être ce qu'on appelle des intensités élevées. 80%, j'aurais tendance à dire. On va dire en tout cas des intensités élevées dans le sens large, hein, on va dire à partir de 80% de la 1RM. On peut parfois avoir des effets de lourdeur, parfois ça peut même venir sur des intensités plus faibles, hein, style modéré. Comment est-ce qu'on peut y remédier chez l'athlète selon toi ? Alors déjà, est-ce que c'est vraiment indispensable d'y remédier ? Est-ce qu'en fait, dans un sport de force, le but n'est pas de soulever les charges les plus lourdes possibles et que du coup, en fait, l'effet de lourdeur soit tout à fait normal et attendu ? Et en fait, personnellement, avant de trouver des solutions, quelque chose, ça a été vraiment un truc ces derniers mois, beaucoup de facteurs externes, beaucoup de projets, beaucoup moins de récupération et ce genre de choses. À un moment, je dis, bon sang, les charges me paraissent lourdes. Et à un moment, je dis, ouais, mais psychologiquement, en fait, ça paraît lourd. Et là, on est déjà à moitié des faits. Est-ce que ça va bien se passer ? Il y a beaucoup de doutes qui s'installent. Oui, voilà, c'est de l'appréhension qui survient lorsque tu saisis ta première barre, quoi. En fin de ta compte, première barre. Moi, il y a un moment où j'ai dit, c'est le but des sports de force, en fin de compte. Et si j'acceptais ça ? Et alors, à partir du moment où j'ai commencé à l'accepter, tout de suite, c'est lourd. Et alors, ça ne veut pas dire que parce que c'est lourd, ça va moins bien bouger. Et du coup, c'est un peu la réflexion qui m'en est venue à poster une publication et d'où ta question. Oui, principalement. J'avais bien aimé cette publication-là. Je pense qu'il ne faut pas forcément vouloir résoudre ce problème-là de la lourdeur. Il faut pour moi l'accepter parce que c'est inhérent à la pratique. Si on veut soulever les charges les plus importantes possibles, acceptons que ce sera lourd. Ça me paraît presque logique. Ce qui est lourd à l'instant T ne le sera peut-être plus dans le temps. Hein. Oui, c'est ça. Et puis surtout, ça c'est vraiment une chose. Puis voilà, si on accepte que c'est lourd et malgré ça, ça paraît toujours lourd, il y a toujours des problèmes. Moi, je pense qu'on peut peut-être à ce moment-là jouer sur l'aspect peut-être technique. On peut changer la position de la barre. Hier, j'ai eu le cas. Je me suis entraîné. Le setup n'est pas le même que ces derniers mois. Et du coup, merde, ma barre n'est pas mise exactement au même endroit. Elle a un peu bougé sur mon dos et la barre paraissait super lourde. Fuck it, on y va, on pousse, on s'entraîne. Et en fait, la barre avait 15 kg de plus que la semaine dernière. Elle a mieux bougé, était plus rapide. Techniquement, c'était mieux réalisé, malgré le fait qu'elle paraissait plus lourde. Voilà. Mais bon, 15 kg de plus que la semaine dernière, oui, c'est d'office plus lourd. Mais voilà, acceptons-le, c'est pas grave. C'est pas l'important. Mais du coup, on peut changer la position de la barre, on peut essayer de mettre en place un meilleur bracing, certaines stratégies. Ça, c'est tout à fait possible. Après, moi, j'ai tendance à dire qu'en fait, la notion de lourdeur, en fin de compte, c'est jamais qu'une donnée à prendre en compte. Elle sera totalement subjective. Et moi, avant de savoir si on doit faire quelque chose, je vais plutôt je vais la comparer à d'autres données un peu plus objectives. Le RPE, bien qu'on ne peut pas en dire que c'est entièrement objectif, on est d'accord. Oui, on en a parlé aussi. Mais voilà, moi, tu sais qu'au tout début, j'étais pas très friand de la notion de RPE, mais force est de constater qu'avec les discussions qu'on a eues, j'ai quand même un avis qui commence à changer de manière plutôt positive. Et on reviendra là-dessus aussi un peu plus tard. Juste un petit peu plus tard. Et tu me parlais d'abord, termine à ton avis. Je disais qu'on peut mettre ça en comparaison avec des données, par exemple plus objectives comme le RPE, la vélocité de la barre. Ça, on peut la mesurer aussi. Ouais. Et puis, en fin de compte, c'est jamais qu'une donnée. Il faut regarder si en fait les données vont nous rapporter des observations convergentes. Tiens, c'est lourd et le RPE diminue. Peut-être qu'il y a un souci au niveau de la dose de l'entraînement, certaines choses qu'on a essayé de changer. Mais si imaginons la progression est bonne et juste que ça devient plus lourd, est-ce qu'il faut le changer ? Je ne pense pas forcément. Et ça, du coup, voilà. Alors, la question est de se dire, et ça, je vois beaucoup d'athlètes qui freak out quand ils arrivent en compétition sur un deuxième ou troisième essai et qui viennent me dire putain, c'est lourd et qu'ils hésitent. Mais tu es ici, tu es en compétition, c'est pourquoi ? Soulever le plus lourd possible. Ouais.
C'est normal que ce soit lourd. Alors, je ne vais pas le répondre comme ça à l'athlète, mais genre, Oui, bien sûr, mais la lourdeur, en fait, moi j'aime bien dire que la pression est un privilège. Si tu es à un moment où tu vas soulever une charge qui est suffisamment lourde que pour te faire peur, c'est que tu l'as mérité, c'est que tu as bossé pour arriver là. Et du coup, en fait, Donc tu joues sur un speech positif, motivational. essaye de ne pas le voir plutôt comme quelque chose de négatif, mais essaye de le voir, fuck it, hein. Là il faut se battre et je dois tout donner. Et moi, du coup, ce que j'encourage les athlètes à faire, c'est donner un maximum d'intention, c'est se concentrer non pas sur la perception, mais sur l'intention et sur l'issue qu'ils veulent avoir. Et du coup, intention de bouger la barre le plus rapidement possible. On sait que ça peut avoir des effets positifs aussi sur les gains de force. Et puis surtout, en fait, de juste s'occuper sur je fais ma rep et on s'en fout de paraître si elle est lourde ou pas. L'issue avant de lire toutes les pensées qui vont venir pendant. Et ça, pour moi, c'est un peu ce qu'on peut faire pour être... Et je pense qu'effectivement, dans la stratégie de la saison, la manière dont on aborde les choses, les objectifs de l'année, etc., il y a des fois des compétitions. Moi, dans mon cas, par exemple, en fonction de la saison, je sais que je me dis, là, je peux me tester sur une charge où je suis... Voilà, j'ai une petite appréhension, mais je me dis, c'est un championnat de Belgique. Je sais que j'ai moins de risques à prendre. Je sais que je sais valider ma qualification pour les inters. Dans mon cas, en j'y revois, je me dis, là, c'est le moment de tester parce que le championnat de Belgique a moins d'importance pour moi qu'une internationale, par exemple, tu vois. Donc, là, je peux me tester et puis ça peut me rassurer aussi pour la suite. Ça dépend un petit peu de la manière dont on aborde effectivement la compétition de manière générale, quoi. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et voilà, pour moi, pas forcément quelque chose. C'est pas parce que tu foires ton lift à ce moment-là que ta saison, elle est foirée, en fait, hein. Il y a des prises de recul qui sont nécessaires. C'est ça, et c'est jamais que de laisser erreur. Et parfois, enfin voilà, c'est toujours une question comment on interprète les données, quel sens on lui donne. Voilà. Et ça, je pense que voilà, c'est parfois compliqué en tant qu'athlète parce qu'on accroche beaucoup de valeurs. Et j'ai déjà vu des athlètes qui en fait attachaient leur valeur au nombre d'essais qu'ils réussissaient en compétition. Et donc s'ils rataient un essai, c'était la catastrophe. Et ça, je peux comprendre. Et tu peux pas PR de toute façon à chaque compète. Tu peux pas faire une direction linéaire en fait. Puis parfois, il faut accepter qu'il y a aussi un élément, des éléments qui sont imprévisibles. Voilà. Et donc en fait, un deuxième essai peut super bien bouger, puis le troisième, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et juste, moi, ça m'est déjà arrivé. J'avais fait la meilleure préparation de ma vie. Je suis arrivé en compète. Et en fait, le matériel n'était pas terrible. Et en fait, j'ai commencé à pousser sur mon squat. La barre a commencé en fait, à se déformer. Et du coup, je poussais dans un truc qui se déformait. Et en fait, du coup, la barre ne bougeait pas. Et j'étais... en fait, j'ai eu la meilleure prépa de ma vie. La compète a été mauvaise. En attendant, je me suis amusé. J'ai eu fun avec un gars qui on était un petit peu en concurrence. On s'est marré. On a été faire une bonne bouffe après. J'ai eu l'occasion de faire ce tournoi-là. J'ai vu le positif et le reste, j'ai envie de dire, je fais suffisamment de compétition et j'en ferai encore suffisamment que si j'ai une carrière qui dure 10 ans, qu'est-ce que c'est qu'une compétition ? Ouais, c'est ça. 10 ans et en plus avec la longévité qu'on a dans les sports de force maintenant, c'est plutôt rassurant. Alors, il y a quand même un truc sur lequel je voulais rebondir, c'est une question qu'on s'était posée justement en off. Dernièrement, tu me parlais par exemple du bracing là tantôt, dans les exemples que tu donnais. C'est peut-être l'occasion de rebondir directement dessus aujourd'hui. C'est notamment sur l'aspect technique. Est-ce que pour toi, l'aspect technique, parce que je sais que voilà, il y a un background de kiné, de coach dans le travail de force aussi, est-ce que l'aspect technique influence le risque de blessure mais j'aurais tendance à dire de performance dans le sport de force, comme le powerlifting? Oui, mais pas de la manière dont on pense pour le risque de blessure. Juste, c'est quelque chose que, comme ça vous le savez aussi, mon mémoire en tout cas en fin de mes études kiné, c'était quelle est la prévalence des blessures en powerlifting classique et quels sont les facteurs de risque. Alors il faut savoir que beaucoup d'athlètes rapportent la technique comme étant un facteur de risque de blessure, beaucoup de coachs aussi. Et en fait, malheureusement, on est plutôt sur des perceptions, on est plutôt sur des impressions, parce qu'au niveau littérature, il n'y a pas réellement de données autres que des données, on va dire, qualitatives, donc liées au questionnaire des coachs, sur en fait l'impact que peut avoir la technique sur le risque de blessure. Il n'y a pas de données, il n'y a pas eu d'étude interventionnelle qui a montré qu'une technique par rapport à une autre menait à plus de blessures. Et ça, c'est ce qui nous manque à l'heure actuelle. Donc, je tiens à dire qu'en fait, ici, on est vraiment, ma réponse, elle sera plutôt sur un cadre plus théorique que purement pratique. Donc, c'est à nuancer, mais à l'heure actuelle, on a tendance à dire que les blessures n'arrivent pas parce qu'on a eu une mauvaise technique, mais parce qu'on en a fait trop vite, après on en a fait trop peu, pendant trop longtemps. Exact. La progression est la clé. Et du coup, en fait, le problème n'est non pas un problème de technique, mais un problème de capacité et tolérance à la charge des tissus. Voilà, et moi je rejoins à 200% cette vision-là, quoi. Mais comme je le dis, on est limité par le manque d'études qu'on a sur le sujet à l'heure actuelle. Je sais qu'ici, il y a des études qui veulent regarder un peu l'impact d'une technique idéale, voire une technique moins idéale sur les outcomes en hypertrophie.
Et ça va déjà nous offrir peut-être une meilleure compréhension de ce que c'est qu'une bonne ou une mauvaise technique. Il faudrait déjà définir ces termes-là parce que dans la littérature, en fait, même les spécialistes en biomécanique viennent dire qu'il n'y a pas de définition quantifiable de ce que c'est en fait qu'une bonne ou une mauvaise technique. C'est hyper individuel. On pourrait parler en fait de toute l'organisation du contrôle du mouvement et du Contrôle moteur, synchronisation inter et intra. oui, mais même pas ça. Ça, on est vraiment à l'aspect musculaire, mais tu peux aller au système. Tu peux aller plutôt au niveau systémique, et du coup, tu vas regarder qu'en fait, à l'heure actuelle, on parle de théorie des systèmes dynamiques. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, l'organisation, le mouvement va être la résultante de 3 contraintes, les contraintes de l'organisme, les contraintes de l'environnement et les contraintes de tâches. Ouais. Et de là, en fait, on va avoir, si on veut, une technique, on va avoir un mouvement qui va en émerger. Donc, c'est un processus émergent qui a les capacités d'auto-organisation. Ça veut dire que, en fait, ces deux trucs-là vont dire qu'en fait, la somme sera supérieure à la somme des parties. Oui, c'était clair peut-être? Oui, pour moi c'est clair. Pour moi c'est clair. J'espère que pour nos lecteurs, en tout cas, c'est clair aussi, quoi. Donc voilà, mais je pense que oui, tu sais, on a des assidus. Voilà. Et alors, on sait que, pour revenir un petit peu à la notion de tolérance, tolérance de la charge et capacité des tissus, en fait, on se blesse parce que le tissu n'est pas assez préparé. La plupart des blessures, en tout cas non traumatiques, en fait, même d'une certaine manière, les blessures traumatiques peuvent être vues sous ce lens-là, parce que si on a subi un accident de voiture, le tissu n'est pas en capacité de résister à la contrainte qui lui est mise, il y a blessure. C'est toujours ça, en fait, la plupart des blessures, que ce soit traumatiques ou atraumatiques. Mais dans les sports, et surtout si on parle de technique, en fait, une bonne technique, si on veut, va nous permettre de distribuer la charge sur des structures qu'on va entraîner, et du coup, elles vont s'adapter. On le sait, il y a différentes études qui le montrent, que ce soit au niveau des disques intervertébraux, que ce soit en termes de densité minérale osseuse, que ce soit au niveau des tendons, que ce soit au niveau des cartilages. On sait au niveau musculaire, Wolf et Davis, exactement, on sait qu'il y a ces adaptations qui sont présentes. Wolf pour l'os, Davis pour le muscle. On avait reparlé justement dans un séminaire sur l'hypertrophie que j'avais fait à Charleroi il n'y a pas si longtemps. Tout à fait. Et du coup, alors ces lois-là, c'est plutôt des lois, on va dire, elles sont presque des dogmes en science, dans le sens où on sait que c'est le cas. On n'a pas d'études qui montrent qu'il faut remonter au 19e siècle historiquement pour retrouver des traces de ces lois-là. Et c'est des lois de l'adaptation. Donc si on parle de General Adaptation Syndrome, de SAID Adaptation, le principe du SAID, donc Specific Adaptation to Imposed Demands, ou le principe d'Hormèse, on est vraiment en fait dans ces concepts-là. Et du coup, en fait, c'est tellement ancré maintenant, si on veut, dans la science qu'on les prend pour acquises, même si on n'a pas pu les démontrer, bien qu'on sait qu'il y a une activité ostéoblastique, donc de construction. On avait quand même eu certaines images intéressantes aussi, notamment des personnes qui réceptionnent la balle en baseball, etc. L'adaptation. Allez, on reprend. Donc voilà, on reprend directement. On en était justement à la loi de Wolf and Davis. Et du coup, je parlais de tous ces principes de General Adaptation Syndrome, le SAID et le principe d'Hormèse. Et en fait, tout ça pour dire que ce que tu disais est tout à fait juste, c'est des choses qu'on sait depuis le 19e siècle, mais on a pu trouver, si on veut, si on a pu prouver que les adaptations se faisaient, ça a été plus tardif. Et du coup, en fait, juste, on a été un peu, ça fait sens, on va accepter ça. Et voilà, du coup, si je me rappelle bien de l'aspect historique, en tout cas, de ces deux lois-là, c'est ça. Et du coup, maintenant, on a les études qui confirment qu'en fait, ces théories étaient justes, mais on a pu le vérifier qu'un peu plus tard, à partir du moment où l'exercise science s'est développé, quoi. Donc, voilà, et du coup, pour revenir au principe, c'est qu'une bonne technique, elle va nous permettre de distribuer la charge sur certaines structures qui vont s'adapter avec le temps. Lorsqu'on va avoir une moins bonne technique, on pourrait définir ça, c'est une déviation vis-à-vis d'une technique habituelle. Ben oui, mais cette technique, elle va de toute façon différer selon l'intensité. Tu ne peux pas avoir un squat de la même manière à 30% plutôt qu'à 90%. Mais ça, du coup, tu l'entraînes. Et du coup, en fait, si tu es soumis suffisamment à des charges à 90%, tu vas adapter les structures qui vont être mises en contrôle. Et donc, il y a adaptation de la technique. Mais l'aspect, c'est de se dire, imaginons, tu fais un squat à 90% et en fait, tu as complètement eu ce qu'on va appeler couramment un misgroove, où il y a une erreur technique, tu as touché quelque chose que tu n'aurais pas dû toucher, ou là, il y a un poids qui s'est barré, et du coup, en fait, il y a un événement inattendu qui est survenu. Et en fait, c'est plutôt lorsqu'on va arriver dans ce genre de cas de figure, où la technique a tellement dévié de ce à quoi on est habitué, qu'en fait, on va placer des contraintes sur des structures ou des tissus qui ne sont pas suffisamment préparés. Et c'est à ce moment-là que la blessure va survenir. Et du coup, on est vraiment dans cette notion de, à ce moment-là, trop de stress sur une certaine structure qui n'est pas assez préparée. Et ça, c'est vraiment comme ça que les blessures arrivent. Cela dit,
Ça, c'est vraiment, voilà, je pense que c'est tant qu'on comprend ça, en fait, on comprend que le souci, c'est pas la technique en tant que telle, c'est la charge. Et du coup, c'est la gestion de la charge, c'est la gestion de la charge d'entraînement qui va nous permettre de, en tout cas, j'aime pas le terme de prévenir les blessures, mais qui va nous permettre de gérer le risque de blessure. Donc voilà. Lorsqu'on parle une fois plutôt de performance, là, je pense que la technique a un peu plus d'importance. Mais je vais nuancer encore parce que, encore une fois, il faut déterminer ce que c'est qu'une bonne technique à ce moment-là. Et je pense que ça, c'est hyper individuel. Mais moi, il y a plusieurs choses à laquelle je regarde. En tout cas, quand je regarde la technique, que ce soit en haltérophilie ou en powerlifting, c'est vraiment, ou même en strongman, ça m'est arrivé de coacher en strongman aussi, c'est vraiment plusieurs petites choses. La première chose, c'est de savoir est-ce que la technique respecte les standards de compétition. Parce que, enfin, c'est con, mais si ça ne respecte pas les standards de compétition et que la personne veut concourir, on n'est déjà pas sur une bonne technique. Je regarde ensuite à l'aspect plutôt, moi j'aime bien parler de l'aspect sécurité. Est-ce que l'athlète va être en sécurité? Est-ce que les gens qui vont spotter l'athlète vont être en sécurité? Est-ce que le matériel va être en sécurité? Ça pour moi c'est la seconde priorité. Ensuite, je vais regarder un peu plutôt ce qui va être au niveau de l'efficience, au niveau de l'efficacité biomécanique du mouvement. Est-ce qu'on optimise les bras de levier? Est-ce qu'on optimise la distance parcourue? Est-ce que si on est en crossfit et qu'on doit répéter plusieurs répétitions, est-ce que j'optimise le coût énergétique de chaque répétition? Par exemple, on sait que lorsqu'on est sur des mouvements où on va faire des séries plus importantes, en tout cas en crossfit, et notamment on sait que le coût métabolique va être diminué si on démarre avec les hanches plus hautes, par rapport à si on baisse les hanches et qu'on serre plus des quadriceps. Les quadriceps sont des muscles énormes, des gros consommateurs d'oxygène, et du coup, pour avoir un coût énergétique et métabolique plus important, il faut garder les hanches plus hautes et plus faire fonctionner les extenseurs de hanches et du dos pour faire du travail de répétition. Et du coup, je pense que toi, dans ton sport aussi, tu veux essayer de minimiser l'impact des quadriceps, parce que sinon, s'ils commencent à consommer un maximum, c'est des muscles qui sont en fait énormes. Je pense qu'on est d'accord que c'est le plus gros muscle du corps humain, et du coup, un énorme consommateur de sang et d'oxygène. Et du coup, si on les utilise trop, qu'on les sollicite trop, au niveau fatigue, ça peut être vraiment embêtant. Donc il y a ça. Moi, je regarde aussi au confort. Est-ce que l'athlète est confortable sous sa barre? Est-ce que, dans le même genre, et c'est un autre critère, mais est-ce que ça provoque des douleurs? Si ça provoque des douleurs, est-ce qu'on ne peut pas adapter? Est-ce que ça respecte les préférences aussi en termes de technique de l'athlète? Parce que ce n'est pas à moi de décider, on va faire ça. Je pense que c'est une discussion, comme je l'ai dit, c'est un effort collaboratif, partenarial un peu plus tôt. Et du coup, est-ce que ça respecte aussi à nouveau les préférences de l'athlète? Et je pense que j'oublie un des critères, mais sur lesquels je base mon intervention. Mais bon, je pense que j'ai dit l'essentiel là-dedans. Si jamais on y retourne de toute façon... je pense qu'on en a dit déjà pas mal sur cet aspect technique, justement. C'est important, moi, je trouve, de reparler, d'avoir une vision un petit peu plus globale. On va pas oser dire holistique aujourd'hui. J'aime bien, j'adore le terme holistique. Le seul problème, c'est qu'il a une mauvaise connotation à l'heure actuelle. Exactement, voilà, justement, parce que quand je vois à quel point on l'utilise, mais pour des dérives, en fait. En coaching, on parle non pas d'approche holistique, on parle d'approche compréhensive. Ouais. Et ça, j'aime bien parce qu'en fait, c'est orienté autour de la compréhension de la personne ou d'approche centrée sur la personne. Ça, plutôt dans les termes de soins, on parle d'abord plutôt ça dans l'aspect plutôt médical ou paramédical. Mais moi, j'aime bien cette idée-là aussi. Donc, j'ai envie de te parler des RPE. Le fameux RPE to the moon. Est-ce qu'on n'est pas en train de partir en double fil? Tu sais que j'aime bien de temps en temps balancer quelques expressions sympathiques par rapport au RPE to the moon, partir en double fil. Franchement, je pense qu'il y a un moment, il faut savoir replacer les choses. L'église au centre du village. Voilà, exactement, bien vu. Et se dire dans quel cas on peut l'utiliser et est-ce qu'il a des limites, ce fameux RPE? Oui, il y a des limites, ça c'est clair, comme tous les outils. Cela dit, par rapport à ta question, est-ce qu'on est en train de partir en double fil? J'avoue que je ne sais pas. Peut-être que je suis biaisé. J'aimerais bien savoir à quoi tu fais référence un petit peu. Et moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ouvre Instagram et que je vois des athlètes de powerlifting, des athlètes de force, de streetlifting, RPE to the moon, il y a un moment, je dis, mec, qu'est-ce que tu racontes, quoi? Tu vois, c'est pas possible, quoi. Tu tiendras jamais, quoi. T'as l'impression que toute l'année, c'est RPE to the moon. Ok. Donc moi, je vais le dire tout de suite. Je pense pas que le RPE soit le problème, pour être honnête. Je pense que le RPE, c'est un outil. On reviendra un peu sur l'historique de l'outil et dans quelle idée il a été développé. Mais ça, je pense que c'est jamais un problème d'outil. L'outil n'est jamais le problème, c'est le contexte dans lequel il est utilisé. Ouais. Donc c'est contextuel, et du coup j'ai plutôt envie de dire que c'est potentiellement un manque de connaissances de la part des coachs, des personnes qui utilisent parfois des débutants. Moi je sais qu'en tout cas je travaille avec un nouvel athlète, la première chose c'est qu'il a un petit booklet si on veut, avec tiens,
ce que moi, je recommande étant l'approche que j'utilise avec les RPE. Donc il y a un petit aspect historique déjà pour comprendre d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, dans quel cadre on l'utilise, comment on va l'utiliser. Et ça, du coup, je pense que cet aspect éducationnel manque avec beaucoup de gens et du coup, ils ne comprennent pas. Et en fait, le RPE, on leur explique vulgairement, ça doit être ça. Et tout le monde n'a pas la même définition du RPE. Je sais que certaines personnes vont dire le RPE, ça n'a rien à voir avec les RIR, les Repetition in Reserve, et d'autres vont dire, non, c'est ça, dont moi. Ça, c'est moi et je reviens là-dessus dans quelques instants. Mais d'autres vont dire non, c'est une question plutôt de notion de vitesse, de sensation de la barre. Ouais. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on en revient du coup, si on met ça en comparaison avec la perception de la barre, en fait une barre qui va paraître lourde, elle va d'office toujours être un RPE très élevé. Or, moi, ça m'est déjà arrivé de bouger des barres qui me semblaient très lourdes, qui étaient plus lourdes parce que c'était un nouveau max, mais ça bougeait super bien. Tu es sur du RPE 8 ou du RPE 9, il y a encore de la marge. Mais si j'avais dû équiper juste la sensation de lourdeur, on est sur du 10 ou du 11. Mais voilà. Et du coup, je pense que c'est vraiment des définitions qui ne sont pas suffisantes. Et du coup, pour en revenir au contexte, la notion de RPE s'est développée par Gunnar Borg à partir des années 60. Enfin, il commence à étudier ça, la perception de l'effort, dans les années 60. Et il va culminer à partir des années 70 ou 80, si je ne dis pas de bêtises, avec la première RPE. Donc, c'est Rating of Perceived Exertion. C'est des échelles, si on veut, qui vont mesurer l'effort perçu, donc subjectif. Et c'est d'abord développé dans les sports d'endurance. Donc cette échelle, à la base, l'échelle de Borg, elle va de 6 à 20. Et en fait, ils ont découvert plus tard qu'elle était corrélée de manière avec, qui est une donnée, enfin, l'échelle qui est subjective était corrélée avec des données objectives comme le rythme cardiaque. Et du rythme cardiaque, on peut aussi corréler ça avec des notions comme la VO2 max. Et du coup, en fin de compte, il y a des corrélations qui existent. Et du coup, même si c'est subjectif, c'est quand même objectif d'une certaine manière, et notamment plus ou moins direct ou plus ou moins indirect. Et en fait, voilà, ça c'est ce qui se passe. Alors l'échelle, elle va être modifiée par la suite, et elle va plus passer de 6 à 20, elle va passer de 0 à 10. Elle va être utilisée aussi dans le cadre, si on veut, de la rééducation, de l'exercise médecine et de la réhabilitation avec des patients dyspnéiques. On peut même retrouver des échelles qui vont parfois juste de 1 à 5, des échelles de dyspnée. Et alors, enfin voilà, on a plusieurs trucs, plusieurs outils qui sont développés. Et puis, autour des années 2010, peut-être un petit peu avant, Mike Tuscherer, fondateur de Reactive Training System, en fait, il se dit on utilise les pourcentages, mais ce n'est pas suffisant. Ouais. Comment on fait lorsqu'on ne sait pas s'adapter, lorsqu'on a un bon jour ou un mauvais jour? Comment voilà, j'arrive pas à autoréguler avec cette méthode des pourcentages. Comment je sais si je m'entraîne selon mes capacités du jour? Alors ça, c'est une première chose. Et puis, comment est-ce que j'individualise en fonction de l'athlète? Les athlètes, à 70%, ils sont capables de réaliser 20 répétitions, alors que d'autres vont en réaliser 5-6. Ouais. Et du coup, il se dit, comment je prends en compte ces différentes variations interindividuelles. Et là, il en vient à l'idée, il réfléchit, et il en vient un peu à l'idée de RPE. Parce que RPE est subjectif, du coup, ça dépend de l'athlète. Et ça, tiens, on résout ces problèmes-là. Et lui, tel qu'il a initialement imaginé le concept, il le base sur, en fait, un RPE 10, il n'y a plus de répétition en réserve. RPE 9, une répétition en réserve. RPE 8, il va jusqu'à dire 2 à 4 répétitions en réserve. RPE 6, voilà. Et en fait, il base son concept sur le principe de répétitions en réserve, d'efforts maximal, sous-maximal, mais difficile, et ce genre de choses. Et du coup, il donne un petit peu cet aspect objectif, si on veut, vis-à-vis du nombre de répétitions en réserve. Jusque-là, au début des années 2010, ça commence à se populariser un petit peu, parce que YouTube commence à se développer, les coachs commencent à parler un petit peu sur Internet, RTS se lance, et quand RTS se lance, il lance, si on veut, des cours, des formations, et ça fonctionne plutôt bien. Et puis en 2016, Zourdos, chercheur qui est le premier à essayer de valider cette échelle-là sur le plan scientifique. Et du coup, il dit, l'échelle RPE basée sur les RIR, elle sera validée. Elle sera notamment avec d'autres chercheurs qui vont faire leur thèse là-dessus. Je pense à Eric Helms, qui va notamment sur le principe d'autorégulation et du RPE. Et on va se rendre compte qu'en fait, c'est un merveilleux outil. Parce que, en fait, si on compare un programme autorégulé à base de RPE par rapport à un programme en pourcentage, on remarque qu'on est capable de faire des légers gains supplémentaires en utilisant les RPE. On sait que les RPE sont corrélés à des mesures aussi plus objectives comme la vitesse de la barre. En fait, plus on a un RPE qui est important, plus on sait que la vitesse va diminuer. Et du coup, on sait que cette vitesse est liée à la proximité à l'échelle. Donc en fait, l'RPE est lié tout à fait, absolument, justement, vitesse gestuelle. Quand on est sur des séries relativement courtes et proches de l'échec,
on est très précis pour déterminer notre RPE ou notre RIR, parce qu'en fait, on peut utiliser l'un et l'autre de manière interchangeable, du coup, ce qui est chouette aussi. Et du coup, en fait, il y a moins d'une erreur, il y a une marge d'erreur de moins d'une répétition lorsqu'on est sur des RPE élevés à des faibles répétitions. Par contre, une fois qu'on arrive sur des répétitions plus longues avec des RPE plus faibles, bah là, on peut avoir jusqu'à 5 répétitions de marge d'erreur. Et du coup, enfin voilà, ça, c'est un petit peu les limitations de l'outil. Mais une fois qu'on comprend l'outil, qu'on comprend le processus historique, comment il doit être utilisé, et surtout ses limitations, bah, banco, on peut l'utiliser. Et c'est super. Moi, je trouve qu'il y a pas, c'est un super bon outil, et sans priver, ce serait dommage. Cela dit, je pense qu'encore une fois, on en revient à la contextualisation, comment on peut l'utiliser. Il y a certains cas où il faut pouvoir être capable de s'en émanciper et d'être justement en fait flexible. Et si un coach n'est pas capable de le faire, bah, tant d'intégrer les RPE dans son approche que de forcément parfois s'en émanciper, bah, là il y a peut-être quelque chose qui nous dit bah, peut-être que la personne ne s'y connaît peut-être pas assez avec ça. Et ça peut être l'occasion de creuser, quoi. Est-ce que c'est possible de le jumeler avec des pourcentages du coup? Tu y as répondu de toute façon. Moi, j'ai eu un changement d'approche. Par le passé, j'ai programmé avec des pourcentages. Quand on lit les premiers textbooks, c'est souvent ce qui en sort. Toute la littérature soviétique qui est basée justement uniquement là-dessus. Puis, bah, je suis passé, fait l'extrême inverse, je suis passé que sur des RPE. Et puis, bah, maintenant, je mixe les deux pour plusieurs raisons. Enfin, moi, je vois 3 cas de figure, en tout cas, enfin, je pourrais en citer plus, mais il y a 3 cas de figure que j'aime bien, dans lesquels j'aime bien utiliser les pourcentages par rapport à des RPE. Mais en attendant, j'utilise les RPE pour les progressions avec les main lifts, et j'aime beaucoup, mais il y a 3 cas dans lesquels j'utilise plutôt les pourcentages. Par exemple, ici, c'est plutôt l'approche de jour statique, c'est-à-dire qu'est-ce que j'appelle un jour statique? C'est un slot, si on veut, d'entraînement, qui est sur une exposition secondaire, tertiaire, quaternaire, quinaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est juste que je vais pas la faire fluctuer durant le bloc. Ça va être le même pourcentage tout au long du bloc. Et l'idée avec ça, en fait, c'est d'ajouter un peu de volume ou un peu de fréquence à un athlète qui en aurait besoin pour soit développer sa technique ou augmenter du volume ou réduire l'intensité pour manager une blessure. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise bien et que j'utilise de plus en plus et qui fait sens selon moi. Et du coup, vraiment, cette approche statique au cours du bloc, bah, on fixe un pourcentage qui est suffisant que pour en fait, qu'ils se sentent entraînés. Et ça, c'est le but. Une seconde chose, moi j'aime bien l'utiliser, c'est maintenant j'utilise de plus en plus une approche, si on veut, je vais dire presque inertielle, où en fait j'essaie de vraiment construire un maximum d'inertie durant le bloc. Et du coup, j'ai vraiment cette progression un petit peu qui va peut-être être moins linéaire, mais qui va plutôt être un peu plus exponentielle, où je vais commencer avec des RPE plus bas, mais parfois les RPE sont tellement bas qu'en fait faire du RPE 1 ou 2, c'est difficilement quantifiable. Et du coup, j'utilise des pourcentages. Alors, je sais que les pourcentages sont suffisants pour induire des adaptations au niveau force. Et en fait, ce qui se fait, c'est que les premières semaines, je vais surtout utiliser des pourcentages parce qu'ainsi la tête ne doit pas trop réfléchir. On sait que quantifier un RPE 2 ou 3, c'est très compliqué. Alors moi, je l'utilise et je le fais en fait parce que j'ai un capteur de vélocité et du coup, bah, j'ai déterminé un peu ma courbe. Ouais, et t'as du le coup, Vitruve. c'est ça. Et du coup, ça, je sais à peu près à quoi ressemble chez moi un RPE 1, un RPE 2, un RPE 3. Simplement parce que j'ai les données un peu plus objectives. Un peu plus objectif, Exact. effectivement. Parce qu'on sait qu'on n'est pas très précis dans cette fourchette-là. Mais j'utilise beaucoup plus ces RPE-là et en fait, ça me permet d'avoir une progression où en fait, il y a moins de fatigue sur les premières semaines et l'athlète a cette capacité de faire, il fait des bonds plus conséquents de semaine en semaine. Mais en tout cas, je remarque que les athlètes ont tendance à avoir un peu moins de bobos, être un peu moins fatigués en fin de bloc et du coup à pouvoir répéter des efforts parfois un peu plus importants lors de ces blocs. Et du coup, j'aime beaucoup revenir un peu plus à la progression en termes de pourcentage sur les premières semaines et puis juste intégrer les RPE sur la fin de semaine et du bloc. C'est une bonne remarque et justement, j'ai envie de rebondir sur un autre aspect, un autre outil qu'on utilise beaucoup en power évidemment. On parle de travail de vitesse ici, on parle de RPE plus faible. Est-ce que tu vois un intérêt dans l'entraînement d'utiliser une ceinture, donc une ceinture dans l'optique de performance sportive, notamment dans le domaine du powerlifting, hein, lorsqu'on travaille également sur des travaux de vitesse et des RPE plus faibles à l'entraînement? Est-ce que pour toi, le port de la ceinture, on devrait l'utiliser à chaque fois ou non? Oui, pourquoi pas. Déjà, question de spécificité, si on veut devenir meilleur à utiliser une ceinture, bah, il faut s'entraîner à utiliser une ceinture. Cela dit, moi j'ai un peu changé mon approche où je pense que les RPE plus faibles ont aussi leur intérêt. Il y a différentes études ressorties récemment dans les 6 derniers mois qui ont quand même montré que ça avait de l'intérêt. Du coup, bah, en fait, on peut s'entraîner à des RPE plus faibles parce que ce n'est pas forcément inférieur à s'entraîner à des RPE plus élevés. On va dire s'entraîner à des RPE 4 à 6, c'est aussi efficace que s'entraîner à des RPE 7 à 9, avec potentiellement un coût de fatigue qui est peut-être un peu moindre, bien que les études ne vont pas dans ce sens-là, mais en tout cas, le stress placé sur les articulations, en tout cas, sera moindre. Et du coup, bah, je pense que c'est aussi plus facilement répétable. Il y a aussi pour moi l'idée qu'en fait, que tout travail de force est du travail de vitesse.
en fait, on a remarqué que les répétitions qui sont faites à plus haute vitesse… De vitesse ou d'intention de vitesse? Les deux. Enfin, pour moi… Attention qu'il faut quand même… vite. C'est vrai que des fois, les gens ont tendance à faire ce raccourci qui, pour moi, il y a une différence majeure. En fait, on remarque que dans les données… Enfin, en fait, le problème, c'est qu'on va traverser plusieurs études. Oui, tout à fait. Mais et du coup, c'est un peu pas évident de dresser le portrait le plus fidèle. Et il faut comprendre qu'ici, par choix, on va essayer d'aller un peu plus à l'essentiel. Il faut savoir qu'en fait, on remarque que pour faire plus de gains en force, il ne faut être pas forcément trop proche de l'échec. Et du coup, en fait, il faut garder une vitesse de réalisation qui soit plutôt élevée. Ça, c'est toutes les études sur le velocity loss qui l'ont montré. Il y a aussi les études sur le tempo, sur la vitesse de réalisation concentrique de la répétition, qui ont montré dernièrement que des vitesses, en tout cas la partie concentrique, si elle est réalisée plus rapidement, on a tendance chez les athlètes à avoir de meilleurs gains en force. Et du coup, ralentir avec du tempo, par exemple, sa partie concentrique, hors du cadre d'une blessure ou ce genre de choses, ça a peu d'intérêt. En tout cas, selon moi et selon l'interprétation que je fais de la littérature à ce moment-ci. Donc ça, c'est la première chose. Mais du coup, on sait que la ceinture, elle va nous aider à diminuer la perception de l'effort et à soulever plus vite. Oui. Et du coup, les ceintures ne préviennent pas les blessures, au cas où vous voudriez essayer de chercher dans la littérature, on ne le démontre pas. J'avais fait un post à ce sujet d'ailleurs. Mais tout simplement, elles vont nous aider à diminuer la perception de l'effort et à augmenter la vitesse d'exécution de la rep. On n'a pas non plus d'études qui nous montrent qu'utiliser une ceinture nous permet d'être plus fort. Pour la simple et bonne raison que souvent, on va chercher des sujets qui n'ont pas porté la ceinture. Et question, est-ce qu'ils sont suffisamment entraînés pour il y a certaines limites méthodologiques. Et puis, si en fait, on le donne à des gens qui s'entraînent sans ceinture, oui, on verra qu'ils sont a priori plus faibles en variante sans ceinture qu'avec variante avec ceinture. Mais encore une fois, est-ce que c'est pas juste parce qu'ils sont entraînés? Et donc, en fait, est-ce qu'on teste le principe de spécificité ou est-ce qu'on teste la ceinture? Variable confondante, est-ce qu'on sait vraiment le tester? Peut-être une question en tout cas qu'on pourrait se poser. Mais du coup, oui, moi je valide la ceinture. Alors je ne mettrai pas la ceinture à 60 kg. Moi, par exemple. Oui, parce qu'en fait, c'est aussi, tu vois, je t'interromps 2 minutes. Par exemple, je suis 100% d'accord avec cette notion de spécificité. Maintenant, c'est vrai que des fois, quand tu as une barre à 60 kg, je n'ai pas envie de commencer à me casser la tête, à prendre X temps. Alors on dit, ouais, mais une ceinture, ça prend 3 minutes et tout. Ouais, mais si on veut vraiment rester dans la notion de spécificité, tu dois mettre les genouillères, c'est casse-tête. Tu mets la ceinture, c'est casse-tête. Des fois, je me fais pas chier. Je mets l'équipement. Enfin voilà, j'ai un squat entre 200 à l'heure actuelle, plutôt tout 290 en max. Ouais. Et je ne mets quand même mon équipement qu'à partir de 200 kg. J'ai fait des blocs aussi où j'utilisais soit pas la ceinture, soit pas les genouillères. Enfin voilà, il faut être malin aussi et se dire qu'on ne doit pas forcément être dépendant. Hier, je m'entraînais. D'habitude, je mets mes genouillères à partir de 170. Je ne les ai pas mises. J'étais sympa. J'étais à un moment, putain, ma rep me paraît bizarre. Je dis, j'ai pas mis mes genouillères. Est-ce que c'est grave? Bah non, j'ai mis mes genouillères et j'ai mis ma ceinture pour la rep suivante. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais c'est bien, c'est important parce que, on rejoindra le modèle EBP, mais donc tu as toujours ces fameuses connaissances scientifiques. Bon, tu as toujours ce que te dit le patient, et puis il y a l'expérience aussi du coach, et je pense qu'on est vraiment dans ce domaine-là un petit peu. Faut essayer. Voilà. On arrive progressivement à la fin. On arrive progressivement à la fin de toutes les questions, mais il y a quand même encore une ou deux questions très brèves sur lesquelles j'aimerais que tu répondes. Alors, la fameuse que j'ai écrite ici, c'est si tu avais les capacités de changer quelque chose dans le coaching, ce serait quoi? Le professionnalisme, à 100%. Je pense que… Dis-moi en plus. Ouais, c'est… Ok. Je pense qu'en tant que profession, on ne va pas dans la bonne direction parce que si tout le monde est coach, personne n'est coach. Quand on regarde… je suis kiné, mais pour exercer la kiné, je dois avoir un diplôme. Si un médecin veut exercer la médecine, il doit avoir un diplôme. Si un avocat veut exercer le fait d'être avocat, il doit avoir un diplôme. Il y a des stages, il y a quand même des choses qui sont mises en place pour éviter que des examens de synthèse quand tu es kiné, il y a le barreau quand tu veux faire avocat, il y a aussi un examen de synthèse aussi quand tu veux être médecin. Et du coup, il y a des mises en situation pour vérifier que la personne soit correctement prise en charge, qu'elle ne soit pas mise en danger et qu'il y ait un niveau de compétence minimum pour ça. Dans le coaching, est-ce que c'est le cas? Niet, zéro, que dalle, nada. N'importe qui peut se dire coach à l'heure actuelle. Et ça, du coup, pour moi, ça, c'est un des gros problèmes. Alors, on est d'accord, le diplôme ou le brevet ne fait pas tout. Il y a des gens qui ont des diplômes ou des brevets qui sont totalement incompétents, que ce soit en kiné, en médecine, en avocat. Exact. Ça, c'est ça. Et surtout, à l'heure actuelle, les études universitaires sont aussi conscientes des limitations, études universitaires ou en haute école, qui sont conscientes de leurs limitations et qui essayent aussi d'intégrer une approche beaucoup plus evidence-based, basée sur d'autres choses. Et du coup, on permet de combattre ça en développant l'esprit critique, les capacités de réflexion. Et ça, c'est quelque chose qui, au niveau des programmes universitaires, est mis en avant, en tout cas d'études supérieures. Et du coup, c'est vraiment important. Mais du coup, je pense que ça, c'est une première chose. Puis ensuite, je dirais la déontologie et l'éthique. Quand on entend qu'elle est…
quand tu as des gens qui ne mettent pas de limites, qui couchent avec leurs clients de manière répétée, des gens qui font, comme je le disais, qui font de la manipulation émotionnelle, qui ont des pratiques, je vais dire, pas bonnes, qui vont faire, disent je vends un programme personnalisé, mais qui font un copier-coller du même programme, qui mentent, ou qui, enfin, je veux dire, ça c'est des trucs qu'on retrouve malheureusement énormément, ou des gens qui sont juste, en fait, pas assez compétents pour se lancer. Donc ça, je vois un truc. Puis en fait, c'est tout simplement pourquoi ça arrive, parce que les gens disent j'aime bien le sport, je veux essayer d'en vivre. Mais de la même manière, tout le monde n'est pas fait pour être prof, médecin ou chirurgien. Donc, j'ai envie de dire, voilà, ces trucs, c'est compliqué. Genre, j'aurais envie d'un côté à dire c'est une bonne chose que ça se popularise, cette profession, mais c'est pas assez professionnel à l'heure actuelle. Il n'y a pas de... Pour la Belgique. C'est ça. Alors même en France, il y a quand même toutes ces dérives-là, parce qu'en fin de compte, les gens le font de manière cachée à ce moment-là. Voilà, c'est un tout petit peu plus régularisé quand même par rapport à nous. C'est ça. Mais par exemple, moi je ne peux pas aller travailler en France malgré le fait que je sois formé, donc ce n'est pas forcément une bonne chose. Parce qu'en fait c'est du chauvinisme d'une certaine manière. Bon, on sait que c'est du gatekeeping, c'est-à-dire bah, tiens, on a des gens, je dois me reformer là-bas si je veux travailler là, ma copine est française, viens en France, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais voilà. Et en fait, on en vient aussi quand les gens se lancent, c'est que souvent ce sont des gens qui ne sont pas spécialement passionnés par ce qu'ils font. J'ai envie de dire, ce qui manque dans le coaching à l'heure actuelle, c'est des gens qui sont vraiment passionnés, qui ne le font pas juste pour l'argent ou pour la notoriété ou pour avoir cette... De toute façon, ça ne tient pas. Je pense qu'il y a un truc qui se fait naturellement. Il y en a qui le font, ouais. Du coup, ça, c'est malheureux aussi. Et on en revient aussi à la question des valeurs. Je pense qu'à l'heure actuelle, quand il y a des gens qui se dopent pour vendre des résultats ou qui vont mettre en avant ces résultats-là pour essayer d'attirer des clients, bah, les valeurs, l'éthique, la morale, tout ça, c'est des choses qui sont compromises en fin de compte. Et je pense que ça, on doit vraiment faire attention. Voilà, mais ça renvoie encore à tout cet aspect professionnel. Et comme je dis, je pense que de la même manière que tout le monde ne devient pas prof ou tout le monde ne devient pas avocat, je pense que tout le monde ne devrait pas être coach. Et je pense qu'on devrait avoir cette capacité de pouvoir filtrer. Et ce serait une meilleure chose pour tout le monde, autant pour les clients, les coachés, qui eux seront certains que les personnes avec qui ils vont travailler seront compétentes, seront formées et auront les compétences nécessaires, que les coachs qui vont en fait se dire j'ai pas parce que moi je suis professionnel, je demande un certain prix, puis il y a quelqu'un qui fait ça non déclaré, qui est pas formé ou quoi que ce soit et qui dit moi je demande un peu moins, et en fin de compte la personne n'a aucune des compétences que le coach professionnel a, quoi. Donc le professionnalisme, ce sera vraiment ce que tu aimerais changer. 3 petites dernières questions. Les 2 dernières, c'est principalement du référencement par rapport à tes services et une personne. Je vais pas spoiler. Pour toi, qu'est-ce que le modèle EBP, très brièvement, et qu'est-ce que tu lui accordes, enfin, quelle importance tu lui accordes dans ta pratique de tous les jours en tant que coach? Alors, le modèle EBP, pour Evidence-Based Practice, en fait, c'est un modèle, si on veut, c'est un concept sur lequel, en fait, dans notre pratique, on va essayer de fonder notre pratique en fait sur des données probantes, des données pertinentes sur le plan scientifique. Alors, de manière générale, on va utiliser, il y a 3 piliers, si on veut, 3 concepts clés dans ce modèle EBP. Ça va être la littérature scientifique, la recherche, la littérature scientifique, les données pertinentes, probantes. On va avoir l'expertise du praticien, et puis on va avoir l'expérience, les valeurs, les croyances, du client, on a tendance à dire du du patient, mais du client, de la personne. C'est ça. De l'encadré. C'est ça. Alors, par le passé, on a estimé qu'en fait, le modèle BP était une espèce de tabouret où on prêtait autant d'importance aux 3. À l'heure actuelle, ce modèle a été, on s'est rendu compte qu'on l'a peut-être mal interprété et on parle plutôt d'un entonnoir. La partie la plus large représenterait la littérature scientifique et en fait, il y a énormément de choses et en fait, l'expertise du clinicien ou du praticien va permettre de filtrer en fait les données qui vont être pertinentes dans la situation qu'il va rencontrer et du coup, en fait, c'est via l'expertise du clinicien qu'on va en fait choisir ce qui est pertinent pour la littérature ou aller orienter nos recherches pour trouver ce qui va être important. Et puis, en fait, le clinicien, il va devoir présenter après selon les valeurs, selon les croyances, selon les souhaits du client, du patient. Et en fait, c'est un processus de filtrage, si on veut. Et du coup, on peut imaginer un filtre à café, un entonnoir, si on le souhaite. Voilà. Alors, c'est très global. Quels sont les avantages d'avoir une utilisation EBP? Enfin, les avantages, moi, j'en vois plusieurs. Déjà, c'est qu'en fait, ça respecte la personne. Ça permet de mieux respecter la personne comme elle est, en fin de compte. C'est d'avoir une approche plutôt centrée sur le patient, en comprenant d'où elle vient. On en a parlé dans le début du podcast, c'est ça. Notamment. Et ça, c'est vraiment important. Ça permet aussi, si on veut, de gagner, c'est d'avoir, si on veut, une intervention qui est plus efficace.
Donc en fait, on est juste certain de l'efficacité de notre intervention. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on voit à l'heure actuelle, enfin moi je peux parler pour ma chapelle, mais de kinés qui vont faire, d'ailleurs il y a eu la Haute Autorité française, la Haute Autorité de la Santé française a publié toutes des pratiques qui sont maintenant Oui, je l'ai pas vu. considérées Je l'ai lu, le comme, post. faisant de l'ordre des kinés parce qu'il n'y a pas assez de preuves, on va dire la fasciathérapie, la microkiné, Ouais. l'ostéopathie viscérale, crâniale, crânio-sacrée, et voilà. Et ça, la littérature montre que c'est pas efficace, pourtant on voit plein de cliniciens qui le font, ils sont donc pas dans cette démarche EBP. On laissera d'autres spécialistes en parler. Mais, et du coup, en fait, ça nous permet du coup de s'assurer que nos interventions, elles sont efficaces et du coup qu'on ne manipule pas, si on veut, le patient pour lui proposer des soins en fait, qui ne sont pas nécessaires ou qui ne sont pas efficaces. Et ensuite, pour moi, ça fait gagner du temps et de l'argent. Ça fait économiser des ressources parce qu'en fait, si notre intervention est plus efficace, on va straight to the point et alors on peut mettre en place certaines choses. Alors, je ne dis pas qu'on doit juste se baser sur la théorie scientifique. Parfois, c'est aussi l'expertise du clinicien qui va sentir certaines choses, qui peut s'en émanciper. Oui, tout à fait. Mais il faut avoir cette flexibilité-là. Mais ça, c'est tout à fait une démarche evidence-based. Et moi, j'y apporte énormément d'importance dans mon intervention. Alors, je me fais souvent vanner là-dessus, d'ailleurs, des gens qui estiment que je suis trop sérieux, que je suis trop evidence-based ou que tu es trop rigide. Oui, mais tu mets trop la littérature scientifique sur le premier plan. Ben oui, c'est le processus de filtrage. Mais en fait, c'est moi, c'est qui je suis. C'est via Smart and Strong, c'est quoi? C'est l'idée de s'améliorer sur le plan des connaissances, développer l'aspect smart et de développer l'aspect strong. Et du coup, j'ai pas envie de perdre mon temps pour ça. J'ai pas envie de faire perdre le temps des gens. Bah, ça te permet d'aller beaucoup plus vite, en fait. C'est ça. Et en fait, ça fait gagner du temps, de l'énergie à tout le monde. Et voilà. Alors, c'est pas simple. Ça veut dire qu'il faut pouvoir remettre en question certaines de ses croyances. Moi, ça m'est arrivé par le passé de dire qu'on devait éviter la glace dans la gestion des blessures musculo-squelettiques. Et puis, j'ai revu parce que y a plus de littérature qui sort sur le sujet. J'ai changé d'avis sur l'utilisation des ceintures. Par le passé, j'ai pensé qu'en fait, faire plus de travail beltless, c'était mieux pour la force. Et puis, en fait, non, je me plante. Il y a plein de trucs comme ça. Et du coup, j'ai envie de dire que ça m'a permis d'avancer, d'évoluer. Et du coup, je pense que c'est primordial. Si un coach à l'heure actuelle n'est pas EBP ou dit ouais, la science c'est de la connerie, je pense que le gars n'a absolument rien compris. Red flag. Et red flag. Voilà. Mais sans plonger dans le scientisme, bien sûr. Ok. Alors, est-ce que tu recommanderais, donc à l'heure des réseaux sociaux, ça c'est toujours ce qu'on aime, hein, tout va très vite, etc. Donc, est-ce que tu as une personne à recommander sur les réseaux, que ce soit YouTube ou Instagram? Je ne suis pas fan à l'heure actuelle du format short content. Ouais. Je trouve que ça manque, on en discutait un peu plus tôt, de nuances, de profondeur. Et ça ne permet pas souvent d'apprécier toute la complexité d'un sujet. Cela dit, j'en ai plusieurs, malheureusement, je sais jamais. Il faut que tu en sélectionnes un. Un. Ah. Ça peut être. Bon, je vais dire, je vais choisir quelqu'un qui pour moi fait ça de manière géniale. Franchement, en moins d'une minute, il arrive à faire ça et c'est dans la question santé. Donc ça n'a rien à voir avec le fitness et tout ça, mais si je retiens une personne, c'est mon gynéco. C'est un gynécologue qui en fait des vidéos format très court, mais en fait il fait ça de manière générale où en fait il a vraiment cet aspect evidence-based où en fait il va dire tiens la littérature dit ça, nous ce qu'on recommande c'est ça et en fait on regarde ça chez le patient. Et j'ai vraiment cet aspect entonnoir et aspect un peu algorithmique qui va retrouver vraiment avec la médecine et ça je kiffe. Ok, magnifique. Mais voilà, il y en a plein d'autres que je peux recommander. Mon gynéco, hein, c'est ça? C'est ça, mon gynéco. Top. Et une dernière chose et non des moindres. Maintenant qu'on voit un petit peu plus qui tu es, avec toute l'approche que tu nous as apportée, où est-ce qu'on peut te retrouver et quels sont les services que tu proposes? De façon à ce qu'on puisse évidemment le mettre en description si les gens veulent te contacter. Ça va. Alors, moi, on peut me retrouver sur Instagram, @Thibault, THIBAULT, _SAS pour Smart and Strong. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Je le remettrai en description. Smart and Strong, donc Smart _and_Strong. Vous pouvez retrouver aussi mon site web, smartandstrong.training. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Smart and Strong. Vous pouvez me retrouver sur Spotify, Smart and Strong Podcast. Voilà. Alors, moi, je propose quoi comme service? Je propose majoritairement des services d'entraînement, enfin de coaching en ligne et en présentiel si vous le souhaitez, personal training, ce genre de choses. Je propose aussi du coup le coaching compréhensif qui est vraiment en ligne. Voilà. Je propose aussi des services de consultance, que ce soit plutôt dans l'entraînement sportif ou alors dans la gestion des douleurs et réhab, mais du coup avec un plan d'entraînement, des conseils, qu'est-ce qu'on peut mettre au quotidien pour aider avec ça et plutôt orienté vers les sportifs. Mais j'aide aussi monsieur, madame, tout le monde s'il le souhaite. Et en fin de compte, vous pouvez aussi me retrouver à La Fonderie,
salle sur Gosselies, dans laquelle je me suis lancé avec un associé et on a vraiment une petite salle spécialisée, si on veut, dans le powerlifting et la calisthénie streetlifting. Donc ça a envie de passer. Vous pouvez peut-être nous envoyer un petit message sur Instagram. Je le mets également en description. la.fonderie.gym. Et un gros big up également à Alex. Du coup. Yes. J'espère que tu écoutes ça, Alex. C'est comme ça. C'est comme ça, Alex. Bien, merci à tous. Le podcast touche à sa fin. Merci Thibaut. Merci Nico d'avoir été un super hôte. Ce fut avec plaisir et j'espère que ça n'a pas été trop long parce que je bablute. C'était avec plaisir. Merci beaucoup pour le partage et puis on se dit à très vite. À très vite.